à tous et merci d'écouter ce nouveau PIFcast, le podcast du Paris International Fantastic Film Festival, dans lequel un mercredi sur deux, nous vous parlons de cinéma de genre. Pour l'animer autour de moi, Xavier. Bonjour. Talal. Salut Véro, et joyeux anniversaire Véro. Cyril. Il est déjà bourré, putain. Non, c'est pas moi, c'est pas ma voix. T'as changé l'ordre d'ailleurs, c'est tout. Oui, mais vous m'avez dit l'autre fois que je changeais pas. Cyril. Cyril. Coucou. Laurent. Hello. Et Aurélien qui est avec nous. Salut. On entend. Dans le PIFcast, nous commençons toujours par l'œil du pif, le tour de table de ce qui nous a récemment tapé dans l'œil dans le genre. Puis nous passons au dossier, aujourd'hui consacré aux méchantes poupées. Et enfin, nous terminerons avec Cyril et sa sélection de bandes originales. On commence donc par l'œil du pif de Cyril. Oula. Alors, il y a eu c'est toujours au hasard, hein, donc on est suspendu. Suspendu à savoir qui va être la. Je regarde le moins investi sur l'instant. Victime. Alors, je vais vous parler d'un film qui a eu les honneurs d'un festival récemment dans le sud de la France, à côté de Nice. Un festival avec plein de compétitions différentes. Et ce film n'a pas eu la Palme d'Or, donc vous voyez à peu près ce que je veux dire. Hein. Il n'a pas eu la Palme d'Or parce qu'en fait, il ne concourait pas pour la Palme d'Or. Et pourtant, c'est ce que j'ai vu de plus beau cette année. C'est un véritable claquage de beignet. Le mot est lâché, on peut le dire. C'est peut-être le premier, peut-être avec Captive Steph, le second que je donne cette année. Ce film s'appelle J'ai perdu mon corps de Jérémy Clapin. Tu l'as vu hier donc. Je l'ai vu hier soir, il est repassé, du coup vous pouvez calculer à quel moment on enregistre, parce qu'il est passé à la Cinémathèque française dans le cadre des reprises de la Semaine de la Critique, car le film était la Semaine de la Critique. D'ailleurs il a gagné là-bas le Grand Prix Nespresso, qui est malgré son nom un peu débile, qui est le Grand Prix, le plus grand prix de la Semaine de la Critique. Ils peuvent boire du café pendant toute l'année, un abonnement à capsule illimitée. C'est un film d'animation, alors c'est pas important parce que c'est beaucoup plus que ça, même si ça veut pas dire qu'un film d'animation c'est pas... voilà, mais c'est un excellent film, un grand film, c'est un très grand film, mais il faut savoir que c'est de l'animation adulte, c'est-à-dire c'est pas spécialement violent ou quoi que ce soit, mais c'est pas destiné aux petits enfants. C'est vraiment un film qu'on peut voir comme par son propos, voilà, pas par son visuel. N'importe quel adulte peut voir ce film-là sans avoir ce côté un peu infantilisant qu'ont les films pour enfants. Le Jérémy Clapin, c'est pas un inconnu, il avait fait pas mal de courts-métrages avant, une histoire vertébrale, Skin Zen qui avait fait beaucoup parler de lui à l'époque, Palmipédarium aussi, et 100 Waters Innocent qui est un peu plus passé inaperçu. Donc c'était quelqu'un qui était assez suivi dans le milieu de l'animation. On savait qu'il allait un jour passer au long, et il est passé au long et ça a fait grand bruit. C'est un film qui fait beaucoup parler de lui. Que je sais que c'était celui que j'avais repéré avant la sélection, avant que le festival démarre. J'espère que ça va être bien, et j'ai eu que des retours ultra positifs quand le film a été montré, donc j'étais vraiment hyper impatient, et je vais vous parler un petit peu du coup de ce que ça raconte. En fait, pourquoi j'en parle, c'est parce que dans un PIFcast, donc un podcast dédié au film fantastique, c'est l'histoire d'une main qui a été coupée et qui va partir à la recherche de son corps, en fait, d'où le J'ai perdu mon corps. Et on va suivre alternativement cette main, donc c'est pas un délire à la Evil Dead 2 ou à la Evil Hand, c'est quoi en français, c'est la main qui tue. La main qui tue, qui est un magnifique titre. C'est pas un délire comme ça avec une main qui va se venger et tuer plein de gens, non, c'est vraiment une main qui va essayer de retrouver son propriétaire, donc son corps. Et on va suivre alternativement donc cette main et l'histoire de la personne à qui elle appartient. Et cette histoire, c'est donc Nafouel, un jeune, je crois marocain d'ailleurs, qui ses parents du coup doivent se retrouver à arriver en France. Il avait plein de projets pour l'avenir, il voulait faire cosmonaute machin et tout, et il arrive en France, il arrive hébergé par un oncle et un cousin, et en fait il se retrouve à faire livreur de pizza, et on sent qu'il est déprimé, sa vie elle est pas cool et tout quoi, et il va tomber par hasard sur une jeune fille, Gabrielle, et qu'il n'a pas vue en fait, c'est juste par interphone interposé, il va tomber amoureux d'elle, il va essayer de la retrouver, et on va suivre du coup cette histoire d'amour naissante et de cette main qui retrouve ce corps. Et dit comme ça peut paraître bizarre, mais c'est juste sublime. J'ai pas été ému comme ça devant un film depuis des années. Ça m'a vraiment pris au trip. J'étais super, en sortant super pas bien et tout. Et moi, j'avais chialé, on peut le dire, quoi. C'est un film très très beau. C'est adapté d'un bouquin qui s'appelle Happy End de Guillaume Laurent. Guillaume Laurent, c'était le co-scénariste de la fabuleuse aventure la fabuleuse destin de Amélie Poulain. Je vais y arriver. Donc plutôt un bon scénariste. Un des trucs qui m'a donc beaucoup plu dans le film, c'est à la fois la composition des plans. C'est un film qui est fait en scope, mais je crois que c'est parmi les plans les plus beaux que j'ai vus depuis des années au cinéma. C'est leur favori niveau visuel, et ce qui a vraiment, je pense, remporté le dessus, pour tout le monde le dit d'ailleurs, c'est un truc très important du film, c'est la musique. En fait on la doit à Dan Levy. Dan Levy, c'est un des membres du groupe The Do. Donc The Do, c'est de la musique pop française, et on leur doit un morceau qui est très connu, qui s'appelle Despair, Hangover and Ecstasy, qu'on a entendu dans Grave. C'était la musique dans la fête au début, où il y a le bizutage et tout, cette musique là qu'on entend. Et la musique du film est juste sublime. On est déjà très ému par ce qu'on voit, mais avec cette musique, c'est un peu comme pour ceux qui ont vu Le Vas avec Bachir, un autre film d'ailleurs d'animation adulte, où la musique de Mark Richter était aussi très très prenante. Et voilà, c'est pareil, c'est le même genre d'émotion qu'on peut avoir. C'est une histoire très simple finalement, c'est une histoire d'amour toute simple d'un gars qui veut retrouver la personne qu'il cherche et tout ça, mais c'est entre cette main,
ces flashbacks, on comprend tout ce qui s'est passé, tout, ça vous prend au trip, c'est simple, mais c'est super beau. Voilà, donc je pense qu'aucun de vous l'a vu, donc je peux pas avoir votre avis, malheureusement. Tu te moques? Je pense qu'aucun de vous l'a vu. Non, mais dans le sens, je peux pas. D'habitude, quand on parle d'un truc derrière, j'ai en hâte fait, de voir. J'avais déjà comme toi repéré à l'annonce des sélections parce que le film était déjà précédé d'une aura super intrigante et le succès qu'il a eu là-bas confirme. Moi, j'ai très hâte de le voir. Ça sort le 6 novembre en France. Je vais faire mon Laurent Duroche. Je vois ta fiche, je vois que t'as écrit Palme d'Or, tout ça à Balek. Là, c'est claquage de beignet. Point. Ça coule. Tu vois qu'on peut faire court sur l'œil du pif. J'ai vraiment écrit ça sur ma feuille en me disant pourquoi je me souviens et tout que la Palme d'Or, ça va, c'est gentil parce que je suis partie des rares qui n'ont pas aimé la Palme d'Or actuelle, Parasite. Donc voilà, donc je tiens à le dire. Voilà, Moi, j'ai pas mal de potes qui ont bossé dessus et d'ailleurs j'avais la place hier. J'ai un peu honte parce que j'ai dormi tout le week-end. Ah bah putain, oui, et moi, j'ai pas eu il paraît vraiment, ça fait un moment que j'entends parler du film. Avant 7 ans de gestation apparemment. Sur la post-prod. Voilà, des potes qui ont bossé sur la post-prod et ça fait un moment qu'ils disent c'est une tuerie quoi, absolue. Le bruiteur qui s'appelle Grégory Vincent. Le travail sur le son est ouf. Dis-lui si tu connais. Ouf le travail quoi. Donc travail sur le montage aussi image, ça parlera à Xavier, mais il y a des flashbacks, un travail c'est assez dingo sur le passé, le présent, c'est tout en étant continuellement rattaché par le son, c'est j'ai hâte. Et c'est loin, le 6 novembre, c'est très loin, putain. Très loin. Et savoir que le film a été acheté par Netflix pour la terre entière. Du coup, il y a très peu de pays qui auront la chance de le voir en salle en France. C'est notre cas. Nous, c'est Réseau Film, donc il sortira. Et on a cette chance de pouvoir voir ce grand écran parce que je vous ai dit, c'est un film très très beau en scope. Et je trouve ça dommage que beaucoup de gens vont le découvrir sur leur télé. Enfin, maintenant, il y a des gens qui ont des dans le monde. Qui ont beaucoup de belles installations. Mais quand même, vraiment, j'ai été super. J'ai allé vraiment tout le long, quoi. Et en sortant, j'ai pas pu parler tout de suite. Je me suis pris un petit moment à m'y remettre et tout, quoi. Et pourtant, c'est simple. C'est pas un truc. Vous allez pas voir un truc avec tire-larme avec des gens qui meurent, machin et tout. Non, c'est pas ça du tout. Ça parle. En fait, je trouve que c'est un film qui est universel. En fait, c'est ce que je veux dire. Un truc très très con. Tout le monde a une main. Il y en a qui en ont deux. C'est vrai. Mais non, il y en a qui n'en ont pas. Et donc pas de chocolat. Mais pour dire que le truc, c'est que il y a plein de trucs dans le film sur la main, sur tout ça et tout. Et je me suis dit, en fait, c'est un film universel qui touche à tout le monde. C'est vraiment un. Touche à tout le monde parce que non, parce que c'est une main, ouais, c'est un film très tactile. Voilà, c'est un claquage de beignet absolu. Xavier, non, moi, je l'ai pas vu, mais je l'attends impatiemment. Ouais, et Véro, tu devais. Moi, je voulais ma place, et maintenant, savoir qu'il y a des gens qui ont dormi à la séance. Je suis dégoûté. J'ai pensé après coup, en fait. Il y a des places en plus, c'est censé être complet. Il y a plein de places. C'était complet, ouais. Une amie qui m'envoie un message, mais t'es où? Ah bah mince. Pour rappel, la séance était à 17h, donc Talal dort encore à 17h le dimanche. Non, je rentre de tournage, j'ai dormi tout le week-end, j'étais éclaté. Du coup, Talal, vas-y, à toi. Alors, je vais faire le Jean-Claude Van Damme, c'est le grand écart. Je vais parler d'un film de 1992 qui est réalisé par Stuart Gordon et qui s'appelle Fortress. Alors, c'est un grand film qui fait partie de ces films que je n'aurais peut-être pas dû revoir par rapport à mon souvenir d'ado. Alors, de quoi ça parle, Fortress? Donc, ça se passe en 2018, donc dans le futur, comme vous en doutez. Le monde étant en surpopulation, les couples n'ont plus le droit d'avoir plus d'un enfant, alors qu'ils ont perdu leur premier. John et Karen attendent un nouvel enfant. Ils sont rattrapés par les autorités et ils sont condamnés à 31 ans de prison, c'est précis, et envoyés donc à Fortress, une prison jugée inviolable. Donc, le film est produit par John Davis, qui est un peu ce producteur phare. Qui avait produit Predator, Waterworld, Daylight, entre autres. Et pour anecdote, ce film en fait devait être à la base une super production. Je sais pas pourquoi Cyril me touche le doigt. C'est bizarre, il veut me faire chier, c'est tout. D'accord, c'est gratuit. Il est obsédé par les mains. Maintenant. C'était gratuit, ouais, maintenant il pense comme. Donc à la base c'était un film dont le rôle était prévu pour Schwarzy, qui avait proposé Stuart Gordon justement grâce à sa propre doublure. Enfin, pas la doublure de Gordon, je m'explique, la doublure de Schwarzy, qui avait joué dans Reanimator. Donc la doublure en fait a montré le film à Schwarzy, elle a fait regarde-moi comment je joue bien, et puis donc voilà, donc Schwarzy a découvert le film. Donc Schwarzy malheureusement s'est désisté en pleine pré-prod du film, ce qui a valu un gros coup dur à la production. Le film est passé de 70 millions de dollars à 7 millions de dollars. Donc voilà. Et ils ont cherché pendant très longtemps l'acteur qui pourrait succéder à Schwarzy jusqu'à ce que ça finisse Christophe Lambert en fait. Et donc du coup Lambert étant beaucoup moins bankable que Schwarzy, le film, ce qui explique pourquoi le film est parti en budget de peau de chagrin. Donc voilà, donc Gordon a été embauché parce qu'il savait tourner des films à petit budget, et c'est justement toute la force du film. Gordon, c'est plutôt un mec qui garde pas sa langue dans sa poche, et il a pas hésité à dire au producteur
que pour lui, le film et le scénario étaient mauvais. Et que du coup, il fallait le réécrire en fait. Et à ce moment-là, il est reparti de beaucoup de concepts en fait qui étaient déjà posés, qui rendaient le film très très B, du style, le personnage de Lambert se retrouvait en prison parce qu'il avait tué un robot. Et vu que Gordon a une fibre très politique, d'ailleurs on avait une pifcast spéciale Gordon qui expliquait un peu tout ça. Je vous conseille de l'écouter, il était très bien. Du coup, il a un peu impulsé un peu de toute cette bonne énergie en fait. Voilà. Donc c'est un film mineur dans la filmo de Gordon, mais justement qui va tout dans le sens de son honneur en fait, parce que le mec est vraiment démerdard. On a pas mal de scènes en fait qu'on reconnaît, où on reconnaît sa patte en fait malgré la commande. C'est un film très très gore. Il y en a quelques scènes qui sont pas loin de faire penser à Robocop. Avec plein d'images fortes, avec des personnages qui se font trancher. Il y a une scène qui est assez ouf avec des mecs qui essaient de sortir une bombe. En fait, c'est un peu comme dans New York 97. En fait, les gars, pour ne pas s'échapper, en fait, ils ont des bombes dans le corps. Et il y a une scène qui est assez longue. Qui leur donne la diarrhée d'ailleurs. Oui, voilà. et t'as une scène en fait où ils sont en train de se sortir mutuellement les bombes de leur corps pour essayer de s'évader en fait. Et c'est assez impressionnant. Tout comme les explosions de ventre. Donc voilà, c'est pas très passionnant. Globalement, on se fait un peu chier par rapport aux souvenirs que j'avais. Mais voilà, il y a des petits moments de tour de force qui sont intéressants. Juste pour anecdote encore, le film est tourné en Australie et on retrouve aussi le chef-op de Mad Max qui s'appelle David Egby. Tout comme l'acteur Vernon Wells qui était dans Mad Max 2, donc qui joue Freddie Mercury dans Commando et cette fois qui est le sosie de Gaspard Noé. On retrouve aussi Jeffrey Combs qui est donc le fidèle comédien de Stuart Gordon, et surtout le rôle le plus intéressant du film c'est Kurtwood Smith qui joue le chef de la prison, et en fait qui est une sorte de personnage vicieux et assez malsain en fait. Il y a une scène qui est super intéressante, c'est en fait alors la prison est technologique, hautement technologique, et il y a une scène où le chef de la prison arrive à observer les rêves et les fantasmes de ses prisonniers. Voilà, ça amène une scène assez intéressante. Voilà. Kurtwood Smith, c'est Clarence Robocop. Bodiker. C'est Clarence Bodiker dans Robocop. Et That 70 Show. J'adore ce mec. Le grand écart. Bodiker, c'est complètement ouf. Génie Bodiker. Bodiker, c'est gentil. T'as fini ta Non, j'attendais de chercher la blague. Je réfléchissais. Non, parce que j'adore cet acteur. Dans Robocop, le personnage de Bodiker, il est Bodiker avec les doigts. Et donc voilà, cœur. Ah, c'est ça, tu vas développer, c'est bien. Et donc voilà, sinon Lambert est pas très intéressant. On a l'impression qu'il se fait un peu chier, qu'il est un peu là par hasard. Le film avait cartonné à son époque, il avait coûté que 7 millions, mais il en a rapporté 40. Et ce qui est con parce que ça a pas trop changé la carrière de Stuart Gordon après. Donc voilà, c'est intéressant, c'est une petite friandise des années 90 à revoir avec plaisir, mais voilà, c'est assez loin de ce que j'avais gardé en souvenir. Moi, je vais faire comme Xavier, j'ai 3 anecdotes marrantes sur le film à raconter. Vas-y. La première, je pense que Xavier est au courant, même Laurent peut-être. Le film était beaucoup plus long à la base sur le scénario. Je crois qu'ils ont enlevé carrément une demi-heure de. Ouais. Et par exemple, la fin était beaucoup plus développée. Ils ont dû rusher la fin. C'est un truc connu du film, c'est qu'on n'a jamais vu la vraie fin du film. Autre anecdote marrante, il y a une suite qui a été tournée et qui est le premier film luxembourgeois de l'histoire du cinéma, Fortress 2, réalisé par Josh Murphy, donc le mec qui avait fait Quiet Earth, dont on avait parlé ici. Et dernière anecdote rigolote, c'était souvent dans les guignols, ils se foutaient de la gueule de Lambert en disant « Je veux sortir de la forteresse ». Ils se foutaient de la gueule de Lambert souvent en parlant de ce film-là. Voilà. C'était mes 3 anecdotes marrantes sur Fortress. Et ben moi j'en rajouté une quatrième. Et ben quand c'est sorti en salle, il y avait une fin qui était plus courte et en fait ils ont rallongé la fin avec des scènes tournées après pour la vidéo. Ah, ça c'est une bonne Tout l'extérieur là. Tout l'extérieur. Tout voilà. ça n'existait pas en salle ? Non, en fait ça s'arrêtait avant. En fait, tu veux dire la vidéo, la sortie vidéo ne correspond pas à la film en salle ? En salle, ils se barraient de la prison et le film il s'arrêtait d'un coup. Moi je l'ai vu en salle et en vidéo. Moi j'aime bien. Et en salle, ça m'avait, je m'en souviens vraiment, ça m'avait choqué en fait. Ça termine tellement rapidement. Ils sortent paf générique. Tu fais, mais attends, il manque un truc, c'est pas possible. Court, en plus. Et du coup, il était sorti en VHS. J'avais acheté la VHS. Et quand je le regarde, je me suis dit, mais c'était pas cette fin là. Et en fait, ça se voit. L'extérieur, ça se voit. C'est pas filmé pareil. Tu sens que c'est pas. Puis ça part dans un autre délire. Ça a un peu de mal à raccorder. Donc voilà, il y a deux fins, mais même ces 2 fins ne sont pas la fameuse fin d'origine qu'on aurait dû voir. C'est un film très sympa, je trouve que tu es méchant. Le film est très sympa, et puis encore une fois c'est vraiment un film à revoir pour Gordon, et t'as plein de scènes super inventives où justement tu sens qu'il y a un manque de budget et ils ont 3 décors en fait qui recyclent constamment.
T'as la cellule des mecs, t'as le fameux, je sais pas combien d'étages, hein, t'as des plans où tu vois qu'il y a plusieurs étages avec des matte painting, avec le petit, comment ça s'appelle, la plateforme là qui se referme. Et voilà, et t'as le salon, le bureau, on va dire, du patron de l'école, moi perso, je me trompe peut-être, hein, c'est moi qui a peut-être craqué, mais dans Les Gardiens de la Galaxie, je me suis quand même demandé à un moment je me suis demandé s'il avait pas vu. Et puis quand même le genre de truc en intérieur d'eux qui est un peu comme dans Battle Royale, si vous êtes au mauvais endroit ça explose votre cou, eux ça leur fout la diarrhée quand même. Ça c'est rigolo à l'époque, les mecs histoire de douleur, histoire de le beat parce que je sais pas c'est con. Là t'as un mec qui pète, t'as un mec dans le ventre. Mais comment ils ont l'idée de ça en fait, ça c'est bis quand même. Il y a plein de trucs bis et après c'est cool. Laurent est dubitatif. Pas du tout. C'est juste que je l'ai vu qu'une fois en VHS et j'en ai un souvenir très vague. Moi, je l'ai vu qu'une fois au cinéma. Moi, c'est un film que tout le monde voyait plein de fois. Fortress, pour moi, c'est un film que les gens, j'ai l'impression qu'ils ont vu 40 fois à chaque fois. C'était peut-être mon cas, toi aussi. Moi, je l'ai vu 40 fois. Gamin, ado, j'ai dû le voir 40 fois. Laurent, maintenant. Alors, parce qu'il s'endort là. Laurent avait cru que j'avais vu son film en fait. Et en fait, c'est pas vrai. J'étais un peu dingue. C'est un film que j'aurais aimé choisir quand on a fait notre spécial Exploitation. Malheureusement, j'en ai connu l'existence qu'il y a très peu de temps. Je vois que Xavier essaye déjà de sonder ton esprit. Il y a tellement de films, c'est pas possible. Xavier, tu penses à quoi? Je pense à Fortress, mais non. Alors, on vient d'en parler. C'est un film qui a été tourné en 1987, mais qui n'est sorti en Australie qu'en 2011 à cause de problèmes de distribution, vu qu'en fait la société productrice qui avait aussi les droits de distribution a fait faillite. Donc le film n'est sorti finalement en Australie qu'en 2011 je crois, et en vidéo aux États-Unis en Blu-ray. Il y a un Blu-ray américain qui existe. C'est pas chez Drafthouse Alamo. Je ne me rappelle plus en revanche. Voilà. Là après je peux te dire le nom du réal, Arch Nicholson, vu qu'il a pas fait grand chose. D'autres. Je peux dire que crash. Le chef opérateur c'est Andrew Lesnie, qui est donc le chef-op du Seigneur des Anneaux. Regretté Andrew Lesnie. Le titre original c'est Dark Age. Et le titre français, c'est Les Dents de la Mort. Ah oui, c'est bon ça. Voilà. Attends, je suis un vrai. 2011, c'est qu'aux États-Unis qu'il est sorti? Il est pas sorti? Mais non, en Australie. Ouais, mais dans le reste du monde, il est sorti? Il est sorti en vidéo aux États-Unis, dans quelques pays, mais c'est vraiment un film ultra pas connu. Mais à l'époque. Non, en 2011. Donc en 2011, il y a un humain qui a décidé d'appeler le film Les Dents de la Mort. Et en 2011. Je pense qu'il y a peut-être eu une exploitation VHS parce que j'ai vu une vieille VHS française. Et c'est marrant. C'est vraiment l'histoire. C'est marrant parce que Les Dents de la Mort, j'en avais parlé à Véro à un moment. Ah bon? Ouais. Quand je cherchais, c'est ça? Pour l'exploitation. Ouais. Et c'est mortel. Voilà. C'est bien. Mortel. Plus que le titre français en tout cas. Ça commence comme un film de croco ultra classique, sauf que ça se passe en Australie. Avant de virer sur quelque chose de très très écolo. Et donc voilà, on a un crocodile très gros qui commence à manger des gens dans le sud de l'Australie. Et il mange un petit enfant, il le croque bien d'ailleurs, le plan est assez cool. Il mange des braconniers. Blancs, des bons connards il faut le dire, et donc voilà, là on commence vraiment comme un truc à la Les Dents de la Mer en Australie avec un requin. C'est même un décalque assez gênant parce qu'on a le spécialiste des crocos qui veut plutôt essayer de sauver la bête, on a les chasseurs. Il leur faut un plus gros bateau, non? C'est un peu comme Prophétie avec l'ours, tu sais, le film de Frankenheimer, c'est pas une copie de... On a l'espèce de politique locale qui veut sauvegarder un plan de développement touristique de la zone parce que les Japonais veulent investir et donc il faut absolument qu'on arrête ce croco géant qui tue les gens et tout. Donc voilà, on a c'est bien fichu, c'est plutôt sympa, mais à ce stade du film, au-delà du fait que c'est quand même John Jarratt qui joue le héros et ça c'est quand même cool, on n'est pas non plus submergé par l'enthousiasme, surtout que le croco est gros, beau, mais il bouge très mal, c'est-à-dire que l'animatronique en gros il lève les pattes, il ferme un œil et puis c'est fini. Donc voilà, et puis arrive le dernier tiers du film et là on part sur complètement autre chose, c'est-à-dire qu'il y a sauvetage du croco parce que c'est le symbole d'une tribu aborigène, il ne faut absolument pas qu'il meure, il faut juste le ramener dans son habitat d'origine, d'autant qu'en fait le croco ne s'est attaqué qu'à des gens malades ou malfaisants. Donc c'est vraiment l'incarnation d'une certaine de la nature. Et là, il y a une poursuite à la Mad Max, à la motherfucking Mad Max, avec le croco chargé sur un camion et des putains de connards de braconneurs qui veulent absolument buter le croco, parce qu'il y en a qui s'est fait bouffer le bras. Donc là, le film part sur complètement autre chose avec une cascade complètement démentielle. D'ailleurs,
Voilà, ça tue. C'est ultra cool. J'ai pas grand chose à vous dire de plus, à part que si vous pouvez voir, voyez-le parce que c'est vraiment ultra étonnant dans le déroulement. C'est de la pure exploitation dans le sens où en fait on pense qu'on part sur un modèle connu et puis d'un coup on dérive sur autre chose. Et voilà, donc un pur plaisir. Les Dents de la Mort, qui l'a vu du coup? Bah moi. Bah voilà, c'est tout. Franchement, super film. Alors moi je tiens juste quand même à préciser qu'il y a un petit ventre mou. Petit. Petit. L'histoire d'amour est un peu casse-couille. Voilà. Mais vraiment c'est un super film. Après c'est sûr que pour ceux qui vont venir voir un film d'attaque animale ultra bourrin ou autre, ils vont être déçus. Il faut vraiment regarder le film en se disant j'ai regardé quelque chose de différent et la fin en fait c'est très exactement ce que tous les gens en fait qui aiment les requins, qui critiquent les Dents de la Mer, en fait c'est la réponse en fait. Voilà, c'est pour eux ce film. Donc vraiment c'est à regarder, c'est vraiment un super film. C'est même un des meilleurs exploitation à mon avis. Donc c'est quasiment pareil que Dans la Mer. Oui. Et comment ce film se voit parce que il y a un Blu-ray américain, je sais plus quel éditeur. En revanche, j'invite les. On mettra on cherchera le Blu-ray puis on le mettra dans Véronique la description. cherchera le Blu-ray. J'ai oublié d'ici là. Le titre original, c'est Dark Age. Voilà. Sachez-le. Allez Véro. Elle est contente. Oui, je vous fais des grands signes. À moi. Moi, ça va être rapide. Il y avait un petit film sur Ciné+. Je le dis tout de suite, comme ça, vous ne me faites pas again la vanne. Ça fait 2 ans pour qu'elle prenne l'habitude de le faire maintenant. Donc, c'est un vieux film en noir et blanc qui s'appelle Brûle, sorcière, brûle. Le titre original, c'est Night of the Eagle. C'est un film de 1962 réalisé par Sidney Ayers, qui n'a rien fait de spécial par ailleurs, à part quelque chose de très important pour moi, c'est-à-dire des épisodes d'Agence Acapulco. J'adore cette série. Chante-nous le générique. Magnifique. I feel the heat. Le scénario est quand même de Richard Matheson. Le scénario de Richard Matheson et Charles Beaumont quand même, donc pas dégueu. Et justement, l'histoire. Donc c'est Norman qui est professeur d'université, qui a beaucoup de succès. Il fait des vidéos. Ouais, il fait des vidéos. Non. Ça n'existait pas encore. Par contre, il est très cartésien et un jour, il s'aperçoit que suite à un voyage à la Jamaïque, sa femme a planqué dans la maison partout des gris-gris. Voilà. Donc il est très énervé, il va tous les détruire en lui disant mais c'est n'importe quoi, on n'a pas besoin de ça, pourquoi tu fais ça? Sa femme a l'air très contrariée par le fait qu'il les enlève et à partir du moment où il les a supprimés, il commence à avoir beaucoup de problèmes. Alors c'est un film qui est très facile à regarder, c'est pour ça que j'en parle parce que des fois ça peut rebuter, un film de 1962 en noir et blanc, l'image est hyper belle, le noir et blanc est très beau et en plus c'est plutôt moderne dans la manière dont c'est écrit, c'est rythmé, etc. Donc c'est vraiment complètement adapté à un visionnage en 2019. Et le film est intéressant pour 2 choses. Déjà le traitement de la figure de la sorcière au temps moderne en fait, puisque là donc c'est vraiment sa femme qui est femme au foyer, il la croit pas, il la traite d'hystérique, voilà, elle est vraiment tournée en ridicule par ses croyances. Vraiment lui c'est l'homme cartésien et elle c'est la femme qui croit aux choses magiques, etc. Donc vraiment à ramener à ce rôle de sous-femme en fait. Et ce qui est intéressant évidemment c'est que le film va un peu retourner ça. Et justement, il y a un glissement progressif dans le fantastique, voire le gothique. Il y a vraiment des moments qui sont vraiment du cinéma gothique avec au début, c'est vraiment ancré dans le réel. Vraiment, c'est la maison. On se croirait dans La sorcière bien aimée, quoi. L'université, la maison, etc. Et vraiment, après, ça glisse vraiment dans le gothique. Il y a vraiment des éléments visuels très gothiques. Et en plus, le côté fantastique est quand même assez nuancé pour qu'on ait un doute jusqu'au bout. Donc c'est plutôt sympa, c'est assez ludique. Ça m'étonne pas qu'il y ait Richard Matheson au scénario parce que c'est exactement le genre de choses dont il est capable. Il y a une super ambiance et c'est même un peu flippant par moment. Donc je conseille vraiment ce film, à part la fin qui est un petit peu ratée, mais je ne spoil pas. Voilà. Personne l'a vu évidemment. il est dans ma playlist Ciné+, parce que moi aussi je regarde des films sur Ciné+. Tu n'es pas seul, Véro. Je te fais des recos voilà. Du coup, t'as vu. Voilà. Donc il est dans ma playlist, mais voilà. Il l'a pas vu. On finit avec. Non, j'ai pas vu. Oh, putain. Ça arrive. Je peux pas tout voir. T'as pas c'est Ciné+, rare. voilà. Non, j'ai pas Ciné+. Je veux juste dire que j'ai failli mourir de rire quand t'as dit gris-gris. Je pensais au bébé de chou avec gris-gris-gris. J'ai failli Et donc, le faire. Je me suis dit, c'est tous pas les ça. gens qui ont moins de 32 ans n'ont pas compris cette blague. On finit avec Xavier. Oui. Alors, moi, je vais vous Montre-nous parler... tes gris-gris, Xavier. Pas vraiment, là, s'il te plaît. Alors, moi, je vais vous parler donc d'un film qui s'appelle Dementia. Ah. Voilà. Donc, en fait, Dementia est un film de 1953, sorti en 1955. C'est un film en noir et blanc, souvent classé dans le registre du thriller, voire du polar.
Et ce n'est absolument pas le cas. Donc, en gros, dans une chambre d'hôtel, une femme, qu'on va appeler la gamine, se réveille d'un profond cauchemar et s'empare d'un couteau avant d'errer dans les ruelles nocturnes de ce quartier malfamé. Et c'est là qu'elle va commencer à croiser une galerie de personnages, tous plus étranges les uns que les autres, un ivrogne, un flic cogneur, un obsédé sexuel, jusqu'à arriver à se retrouver dans un cimetière où elle va confronter son père incestueux. Donc ce pitch très bizarre qui pourrait faire penser à un cauchemar, c'est très exactement ce que vous allez voir. En fait, Dementia, c'est un film qui a été créé à partir du cauchemar de quelqu'un. Donc en fait, le film est réalisé par John Parker. John Parker, c'est un nom qui ne vous dit rien. C'est en fait son seul film qui est à la base un fils d'un propriétaire de salle qui a réussi à se faire produire son film par ses parents. Et en fait, sa secrétaire avait fait un cauchemar, et à partir de ce cauchemar, ils ont décidé d'en sortir un film expérimental. Je le connais par cœur. Et donc, qui va aussi être l'actrice principale. Putain. Le film a été tourné en 6 jours, et il a été tourné sans son. Donc ce film ne possède aucun dialogue, et par la suite, c'est un film où en fait, tu as un mélange d'effets, souvent les mêmes effets, de rire, des portes, des sons assez particuliers et beaucoup de musique. Le tout va donner une ambiance très étrange et en fait c'est un pur cauchemar pendant 55 minutes. Le film est très court, le film n'a pas besoin de plus, vous n'allez pas vous faire chier. Franchement c'est difficile de vous exprimer ce film, c'est un gros délire, quoi. On pourrait dire que c'est du film expérimental, mais c'est vraiment la substance même du rêve. À la base, le film, donc, quand il est sorti en salle, déjà au bout de 2 ans, il est sorti dans une seule salle car il y a eu des problèmes de censure. Il est resté en salle pendant uniquement 2 semaines. Il n'est jamais sorti en salle en France. Pour le voir en France, à la base, c'était un DVD qui avait été édité par Backfilm, qui a été calé dans la collection Polar. Je ne sais pas pourquoi, c'est absolument pas un polar. Je pense que du coup beaucoup de personnes sont passées à côté. Moi personnellement, quand je l'ai découvert, c'est uniquement du bouche à oreille. C'est des potes qui m'ont dit regarde ce truc, tu vas voir, c'est dingue. C'est dingue. Ça se résume pas, ça se raconte pas, c'est vraiment étrange. Pour vous donner une idée, en fait, imaginez un croisement entre le cabinet du docteur Caligari, Carnival of Souls, mais mixé par Buñuel et Cocteau en train de forniquer ensemble. Voilà, ça donne envie. C'est vraiment étrange, c'est ultra marquant. Franchement, ce truc-là, vous allez voir je pense qu'il y a énormément de films qui y font référence. Les rues que vous retrouverez dans le film, en fait, 2 ans plus tard, Orson Welles va tourner La Soif du Mal là-bas. Il y a des plans, pour ceux qui ont vu Driller Killer, ça va vous rappeler des choses. C'est sûr que Ferrara, il a forcément vu ce film. C'est une pure tuerie, ce truc. C'est pas très connu. Le DVD n'est plus édité, mais on peut encore le trouver en occasion. C'est pas un film qui est passé open source, enfin pas open source, je pense. Si, qui est passé dans le domaine public. Ouais, si, tout à fait, ouais. Et comme il n'y a aucun dialogue, vous pouvez même le trouver sur le net, sur YouTube. C'était quoi la jaquette? C'est pas une hache plantée ou comme ça? Non, c'est avec un couteau. Non, c'est une nana avec un couteau. D'accord. Voilà. Si jamais vous arrivez à choper le DVD de Backfilm, il est encore tout à fait trouvable en occasion. Oui, BACH. Le DVD contient les 2 montages du film. En fait, suite à l'échec du film et du fait qu'il n'a pas posé de copyright, le film a été récupéré après. Et du coup, il y a une autre version qui existe avec une voix off. C'est absolument pas la version qu'il faut regarder. Mais au moins, elle dit quoi cette voix off du coup? C'est de description. Alors là, non, mais en gros, c'est voilà, on est en train un peu de surligner ce qui se passe à l'écran. C'est comme en fait de taper Blade Runner avec la version avec le montage. C'est pareil. La voix off en fait n'a aucun intérêt, quoi. Et pour finir, tout simplement, Preston Sturges, donc le scénariste de L'Homme Invisible de James Whale, a dit de ce film: il m'a fouetté le sang et purgé la libido. Voilà, si avec ça je vous ai pas donné envie de voir ce film, je comprends pas, quoi. Pure punchline là. Il y a un très beau coffret Preston Sturges sorti chez Wellside, je tiens à signaler. promo. Merci Xavier. Attends, je sais même pas si d'autres l'ont regardé. Personne, non, personne l'a vu, je pense. Bah, si, Laurent. Non. Voilà. Aurélien, tu l'as vu? Non. Ouais. Regardez-le. Aurélien, franchement, c'est comme ça le tue, film, ça il tue, est ça muet. tue. Et donc, voilà, et pas de Blu-ray.
Non, pas de Blu-ray, à ma connaissance. Et j'ai pas parlé de ma source sur Fortress. Bergman. Il n'y a pas de alors il y a pas de Blu-ray en France, il y a un vieux DVD, sinon il faut se tourner vers l'import côté Benelux c'est fou ou ça, j'aurais pas US. cru. Ouais. Quel est le premier film produit au Luxembourg? Fortress 2. Rien. Et juste oui, parce qu'il y avait un Il est pas Blu-ray, content. il y avait un Blu-ray ricain qui est introuvable en fait, qui coûte une fortune sur le net. Parce Il est que chez moi. Miramax, tu l'as, t'as le Blu-ray? C'est moi, non, celui qui existe, Ouais. il est chez moi collé. Ouais, c'est très bien. Bon allez, on passe au dossier. Aujourd'hui sort en salle Child's Play, la poupée du mal, qui remet à zéro les compteurs de la célèbre franchise Chucky. Forcément, ça nous a donné envie de jouer à la poupée tous ensemble. Voici donc notre sélection de 5 films, et on commence avec Talal, qui est hilar. Tu peux dire Child's Play? Child's Play. Child Play. Ok. Alors, moi j'ai parlé d'un putain de bon film. Ça va nous changer. Si même tu vas parler du meilleur film. Et d'ailleurs, De vous la avez, soirée. vous avez remarqué, c'est moi qui commence. Ouais. C'est Xavier, on s'est fait la remarque juste avant, je commence, d'habitude je termine. Bah vas-y, Ça commence. durera pas. Non, ça va pas durer, je confirme. Donc je vais parler d'un putain de bon film qui s'appelle Magic, un film de 1978 réalisé par Richard Attenborough. À la base, c'est un vieux souvenir d'enfance, parce que je me rappelais avoir vu ce film quand j'étais gamin, mais j'étais incapable de remettre un titre dessus. Et il y a Cyril qui me regarde. En off m'a dit que je n'écoutais pas. Non, Ah ouais, je le regarde en même temps. toi. Oui, là ça devient troublant. Là. Vas-y, va jouer au bi. Et je me suis rappelé en fait après coup qu'il y avait aussi un épisode de Twilight Zone qui portait le même sujet. Donc, alors, je vais un peu vous faire le pitch de Magic. Donc, ça parle de quoi? Ça parle de Corky, un magicien très doué mais sans charisme, qui se retrouve propulsé sur le devant de la scène. Le jour où son spectacle de magie se transforme en show de ventriloque, avec le jour où il commence à marcher, en fait, c'est au moment où justement il cartonne grâce à un nouveau spectacle de ventriloquisme avec une poupée qu'il appelle Fats. Donc, poussé par son agent, il s'apprête à signer avec une grande chaîne de télévision, mais sans doute terrorisé par le succès, il décide de s'enfuir dans sa région de son enfance et retrouve son amour d'enfant. Donc là, comme ça, je vous raconte ce pitch. On n'a pas l'impression qu'on va parler d'un film d'horreur, et pourtant. Donc le réalisateur, c'est Richard Attenborough, qui n'est pas du tout habitué à ce genre d'univers. Hein. C'est un réalisateur qui fait généralement des films très très académiques, très souvent chiants, pour ma part en tout cas. Il a fait Gandhi, il a fait Cry Freedom, Chaplin. Mais c'est surtout écrit par un grand auteur qui s'appelle William Goldman. Alors peut-être que le nom vous dit rien comme ça, mais en fait le gars a juste bossé sur les 30 dernières années sur les plus gros films en fait américains de l'époque. Donc il avait bossé sur Butch Cassidy et le Kid, Papillon, Marathon Man, Princess Bride, Misery et Maverick, pour ne citer que ces films. Donc voilà, un grand palmarès. Donc ce gars est à la fois auteur de livres et aussi scénariste. Donc alors justement c'est là toute la force du film, parce que c'est un film qui joue la carte du drame plus que celui de l'horreur. Et dans Magic, en fait, l'horreur est vraiment principalement humaine, en fait. Et on est assez loin de ces personnages, en fait. On va beaucoup parler de Chucky, où on est dans un truc dans de l'horreur beaucoup plus assumé. Là, on est dans une tragédie, et c'est pour ça que le film, en fait, n'est pas vraiment frontalement fantastique, mais il y a une forme de naturalisme, en fait, qui m'a beaucoup fait penser à des films comme Henry, Portrait d'un serial killer, hein, même si c'est beaucoup moins trash. Hein, on est beaucoup plus dans une autre forme de cinéma vérité. Donc autant dans l'écriture que dans la mise en scène, on est dans une vraie forme de naturalisme, et un réalisme où finalement le film fantastique arrive au fur et à mesure. Je vais pas trop en dire, c'est ça le truc qui est délicat en fait. C'est un film qui mérite de se découvrir en fait, mais on est dans quelque chose de très très subtil où le fantastique en fait agit par la mise en scène. En fait, bizarrement, alors que justement des films comme Gandhi, je le disais tout à l'heure, sont plutôt dans une forme de classicisme total, on se rend compte en fait que Attenborough a vraiment un putain de talent de mettre du suspense, parce qu'il nous fait des cadres mais à tomber par terre. T'as des scènes de tension incroyables où on va juste alterner des gros plans entre le personnage incarné par Anthony Hopkins et la poupée. Et il y a une scène qui est juste... pas mal de scènes en fait où on est surpris, mais il y en a une qui me revient comme ça directement. C'est une scène d'amour en fait, où donc t'as Corky qui fait l'amour à sa bien-aimée, et donc ça commence avec une musique de Jerry Goldsmith d'ailleurs, c'est important de le souligner, qui est très classique en fait, et progressivement en fait on a le thème, plus la caméra s'éloigne, plus on se rapproche de la poupée, progressivement, et on a le thème en fait du film, qui est une sorte de musique un peu foraine, qui revient et qui envahit, et du coup cette musique devient très rapidement angoissante en fait, alors qu'au début en fait elle est présentée de façon assez naturelle, encore une fois.
Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? En fait, l'une des plus grosses forces en dehors de sa mise en scène, c'est ses comédiens. Anthony Hopkins, qui doit avoir à peu près la trentaine, est juste incroyable en fait. Déjà à l'époque, c'était un très grand acteur. Je pense que c'est son meilleur rôle. C'est très possible. Point barre. C'est très possible. Vraiment, Ouais. Je l'ai jamais vu aussi bon. Ouais. Et on retrouve aussi, d'ailleurs, justement, pour pousser un peu le vice, Hopkins a pris des cours de ventriloquisme en fait avant le tournage du film. Et donc c'est lui qui fait la voix de Fats, la poupée. Et voilà, donc et puis il arrive justement, il y a un gros contraste entre la voix très très douce de Hopkins tout le long du film, qui est assez envoûtante, et la voix de Fats, sa poupée, qui est juste aiguë. Tu te dis, c'est pas possible, c'est pas Hopkins en fait qui a pu faire cette voix-là, mais en fait si, c'est vraiment le cas. Ah, c'est vraiment lui, je savais même. Ouais. On retrouve aussi Burgess Benedict dans le rôle de l'agent, un acteur que vous connaissez très bien parce que c'est dans Rocky, c'est Mickey, qui est incroyable en fait, super crédible. Je trouve que son rôle est vraiment, vraiment mortel, quoi. Et aussi Anne Margaret, qui est une sorte d'icône, on va dire, des années 60, 70, qui joue donc l'amour d'enfance, qui est assez touchante en fait, dans le film. Moi, je trouve elle, c'est un peu le maillon faible du film. Je trouve qu'elle a un jeu assez stéréotypé quand même. Un côté femme abandonnée. Enfin, ouais, elle est... Mais elle choisit. Ouais. Enfin bon, on va pas trop dire, mais sur la trajectoire du personnage, en tout cas, il y a quelque chose. C'est vraiment son jeu. Je trouve qu'elle a un jeu un petit peu stéréotypé, un peu old school en fait. Alors que le film, finalement, comme tu disais, c'est Attenborough, on pourrait croire à une forme de classicisme. En fait, le film est super moderne dans sa construction, dans son étude de psychologie. Mais elle t'as l'impression qu'elle fait un peu pas le même film que les autres, en fait. Elle est un petit peu à côté pour moi. En fait, je pense que surtout que les autres mettent la barre tellement haute que du coup, peut-être que on ressent plus sa sensibilité. Celui qui joue son mari, qui est un acteur dont je me souviens jamais le nom, qui est un putain de second couteau du cinéma et des séries télé surtout, il est mortel dedans. Quel rôle célèbre il a eu, ce mec, celui qui joue son mari là, Ed Lauter, c'est ça? Ed Lauter, ouais, il a joué dans... Il y a cette série télé là, qu'il a joué pendant des années. C'est pas lui qui fait l'hélicoptère dans Alien Supercopter? Il joue dans Cujo déjà. Non. Oui, c'est vrai. Et, il a joué dans tellement de... Shameless, c'est ça la série, non? Là, on vous dit son nom, ça vous dit rien, vous tapez son nom sur Google, vous voyez sa tête, mais oui, mais je l'ai vu 12 000 fois ce gars. Et il est vraiment excellent dans Magic. Donc voilà, c'est une grosse claque, ça m'a fait très plaisir de le revoir. Déjà, je l'ai revu en vidéo il y a pas longtemps, et là, le fait de le revoir pour ce Pifcast, c'était vraiment cool. Tu peux raconter l'anecdote du DVD de Magic Comment ça? Tu penses avoir le DVD, en fait c'était... Non, j'ai le DVD chez mes parents en fait. Oui, c'est quoi que t'avais dans ta collection? C'était Magic Mike. C'était pour la blague. Quand on faisait un petit peu la liste de qui avait quoi, et puis elle disait ah mais je l'ai dans ma vidéothèque, et puis après il est revenu en disant ah non j'ai confondu avec Magic Mike. Il nous avoue ça quoi. C'était pour déconner, en fait je les classe par ordre alphabétique chez moi. C'est vrai que mes DVD ne sont pas classés dans la même bibliothèque. Mais tu l'as Magic Mike. J'ai Magic Mike et j'assume. Steven Soderbergh, le premier est un bon film. Donc voilà, je vais juste revenir sur le film dont on parlait. C'est vraiment un film méconnu et c'est bizarre. Pourtant, on n'est pas loin du chef-d'œuvre. Je me demande même si c'est pas un chef-d'œuvre en fait. Et j'adorerais voir un éditeur comme Carlotta par exemple en saisir et faire une super belle édition. Il me semble qu'il y a des histoires des problèmes de droit quand même autour du film, ce qui explique en fait que le film est assez rare en vidéo. Vous pourrez trouver un Blu-ray américain, un DVD, ça c'est sûr. Le Blu-ray, je suis moins sûr, c'est à vérifier. Voilà, c'est de la bombe, allez-y, essayez d'en savoir le moins possible. J'ai l'impression déjà d'en avoir dit trop, mais voilà, si je vais rentrer dans la thématique et de pourquoi le personnage, tout ça, j'ai peur de trop en révéler. Voilà. Non, mais on pourrait limite arrêter l'émission là. Non. Il avait largement le meilleur film de très très loin, je trouve. Non, pas sûr. Non. Si, parce que d'ailleurs, toi, tu vas arriver avec un pauvre rip-off de Magic juste derrière là. Même pas. Non, mais moi, par contre, j'étais contente de découvrir le film parce que je l'avais jamais vu. Et c'est vrai que Hopkins, c'est incroyable. Rien que pour ça, ça vaut le coup d'œil. Après, je trouve qu'il y a quand même un rythme un petit peu particulier. Un petit ventre mou. Tu le connaissais le film? Parce que moi, je n'avais jamais entendu parler de ça. C'est ça, alors j'allais vous poser des questions. En fait, moi je connaissais deux noms, mais je ne savais pas du tout que c'était ça. Je savais pas qu'il y avait Anthony Hopkins. Moi je savais rien du tout. C'est le cas du film de Xavier, mais je n'avais jamais entendu parler de ces films-là avant. Et j'étais super surpris de voir que c'est un truc assez connu et de bonne tenue et tout. Je suis pas dingue du film, contrairement à ce que dit Laurent. C'est très bien. Par contre, c'est vrai que vu qu'on était dans une thématique poupée tueuse, ça met en condition quand on voit le film. Et du coup, on est assez surpris finalement du ton du film. C'est pas un reproche. Non, mais je suis pas réalisé. Mais c'est assez classique. C'est vrai que c'est pas trop. Genre film que j'aime bien, c'est un peu trop classique, mais.
mais dans son genre, c'est vraiment efficace. Quoi. Le film n'est pas là forcément là où on l'attend, c'est ça qui est cool. Non, bah pour C'est exemple, autre pour un chose, film oui. de poupée tueuse, c'est très intériorisé, Oui. psychologique. Le body count est assez comme bas. un peu le cas du film de Xavier Oh. aussi, mais dans un côté, je trouve, Un autre peu mieux tenu. registre. Voilà. Bah d'ailleurs. Ben moi, avant de Ouais, passer, donne ton avis et avant enchaîne. de Parlons passer de- sur le mien, moi Magic je l'avais déjà vu et en fait moi j'ai toujours eu un petit problème avec l'appellation horreur du film qui est pour moi vraiment, enfin quand on vous dit que c'est un drame horrifique, c'est vraiment ça, il y a un vrai mi-chemin et qui se traduit dans beaucoup de choses, mais y compris dans l'ambiance, une ambiance un peu douce du film. Et donc du coup, pour ceux qui vont venir voir un pur film d'horreur ultra violent, sombre et tout, c'est pas ça que vous allez voir. Il C'est clair. y a quelque chose de C'est sombre quand même. C'est pas les La, Ouais, la c'est tragédie. sombre. C'est sombre, mais c'est pas un sombre de mon point de vue effrayant, mais c'est un sombre qui fait mal par son C'est très côté déprimant. tragique, quoi. C'est Puis c'est un film de quarantenaire aussi. C'est on ça, a ouais, très peu des films de genre qui prennent Ouais, des tout à fait, quarantenaires ouais. comme personnages principaux. Donc c'est vrai, c'est un film sur des gens à la croisée de leur vie en fait. à la croisée de leur vie, et qui vont en plus revenir sur les traces de leur passé. Et il y a quelque chose de très très dur Ouais. sur se rendre compte que voilà, à cet instant T, voilà, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, voilà où j'en suis. Je fais quoi maintenant, quoi. C'est voilà, ça fait partie de tous les thèmes qui sont dans Magic et qui sont beaucoup plus intéressants même des fois que le rapport avec la poupée. Voilà, il y a La poupée est quand même bien flippante. la poupée, Elle est assez mortelle. la poupée, elle est terrible. Parce qu'elle Ça- ressemble un peu à Ouais, Anthony tout à fait. Hopkins, Ouais. tout en étant Qu'il habille à chaque fois comme lui. Oui, voilà. Ouais, non, c'est vraiment. Il y a vraiment le détail qui tue ouais, là. la fin est très touchante. Ouais, franchement, c'est assez mortel. Et puis enfin bon, La musique. Bah, de je peux- Best Non, Fish dis est pas géniale. plus. je peux en dire plus, mais Non. voilà. Voilà, et- faut garder la et surprise. le film est-il fantastique ? Point d'interrogation. À proprement parler. Ah. Et d'ailleurs, le film de Xavier est-il fantastique? Alors, Fantastique. alors, moi, on va y arriver. Alors, moi, je vais vous commencer par Perçons l'abcès. Tout de suite, maintenant, je vais vous donner le titre VO du film qui s'appelle Pin. Voilà. Voilà. Allez, lâchez les vannes. Allez. Ah, Cyril. Ah, j'aime pas Laurent. penser à ça en plus. Ah, bon, Bah, déception, Comme quoi. Pinhead en fait. Oui, c'est ça. L'arbre, c'est ça, non ça, la Pinhead Non, Pinhead dans Hellraiser. Ah oui. Donc en fait, moi je vais vous parler donc du film Pin, qui est aussi connu sous le titre Pin Plastic Nightmare, et sorti en France sous le titre Schizodream. Avec ce genre d'affiche de jaquette VHS qui te fait Tout à rêver fait dans en la vidéoclub. collection Cauchemar. Voilà, puis après tu loues le film et t'es un peu deck. Je suis pas d'accord. Tout pourri comme Je titre. suis pas d'accord. Alors, donc, même si je peux comprendre Laurent. Donc, il s'agit d'un film de 1988 qui est donc un film canadien dirigé par Sandor Stern, que vous connaissez puisque c'est lui qui a réalisé Amityville 4 et qui, je crois, a fait le premier jet du premier Amityville. Voilà, en titre de gloire. Voilà. Le film, le rôle principal est interprété par David Hewlett, que vous connaissez aussi, puisqu'il joue dans Cube ou dans la série Stargate. Méconnaissable. Enfin, j'ai pas. moi, Je j'avais suis allé pas voir non plus. IMDb, puis je me suis dit, putain, c'est Ouais, les deux pareil, cons. j'ai passé le film en me disant putain, mais je connais ce mec, mais tout ouais. bordel. Et c'est un sosie de Hayden Christensen et de. C'est pas con. Comment il s'appelle le gars de That 70 Show, justement, là, le jeune qui est dans- Ah, Topher Grace, Grace, ouais. Topher C'est un Grace, mélange ouais. entre les deux, mais Ah, c'est pas bête, vraiment ça, quoi. Ouais, c'est pas bête, c'est pas bête. Et juste, dernière fois, je t'interromps, il est dans la forme de l'eau. Oui, tout à fait. Dans un rôle, bon, on le reconnaît à sa coupe en balai brosse, mais voilà, un tout petit rôle. Bref, donc le Schizodream, vous allez comprendre pourquoi le rip-off version Laurent, même il a tort, mais bon, bref. Donc Léon et Ursula, son frère et sœur, vivent sous l'autorité stricte d'un père médecin qui utilise ses dons de ventriloque pour faire passer ses préceptes d'éducation à travers un mannequin humain destiné aux cours d'anatomie et prénommé Pinoc dans sa version française et Pin dans sa version VO. Bizarrement, ils ont changé le nom en français. Voilà. Donc pourquoi Pinoc, c'est chelou. pourquoi quand ce même. nom? C'est en fait Pinocchio. pour Pinocchio. Sauf Ah. que Putain, je suis si on a réduit le nom, c'est parce que Pin, ne ment jamais. Bref, 15 ans plus tard, Ursula s'émancipe dans les relations amoureuses et Léon stagne dans un stade infantile qui lui fait croire encore à la virtualité de l'existence de Pinoc. L'horreur et le drame guettent. Donc en fait, le film a une construction assez étrange. Le film à la base est tiré d'un roman de Andrew Neiderman et l'intérêt n'est pas forcément là où on l'attend. Donc effectivement, si vous voulez voir un film d'horreur pur et dur avec des meurtres et tout, vous risquez d'être déçu. Tu veux voir un film de Pin aussi? Si vous voulez voir un film étrange, là par contre, là vous allez trouver votre gamme. C'est pas justement. Non.
Je trouve que c'est pas assez étrange. Mais alors, par contre, juste aide-moi. J'ai rien pigé à la première scène. C'est pas les mêmes gosses, mais c'est le même père. What the fuck? Non, ils ont grandi. C'est juste, c'est plus Non, il y a un truc avant. La première scène, c'est la fin. C'est la fin, oui. C'est un flash forward. C'est ça. Un flashback. Non, putain, j'ai rien. Je t'expliquerai. Bref, donc c'est quoi la première scène? En fait, le film est divisé. Non, mais raconte pas. Non, pas ça. Alors la deuxième. Il y a deux gamins qui parlent à leur père, qui est joué par Anthony Hopkins. Oui. Qui est tout le monde ah si, mais ils sont plus petits, ils sont plus petits. Ils sont juste plus petits, putain, mais ils se ressemblent tellement pas alors qu'ils sont censés avoir 2 ans d'écart entre la première scène et la série d'après. Dis que t'as pas suivi, tu plies tes chaussettes en même temps. J'ai cru qu'en fait c'était le alors. père plus jeune et qu'en fait il se jouait lui-même plus âgé. Enfin, je me suis dit n'importe quoi. Ok, d'accord. Je peux parler de mon film? Vas-y, tu peux. Merci. Moi je comprends. On arrête de se toucher la pile là, on écoute. Oh putain. Je savais que ce serait pas facile, mais bon. Bref. Donc en fait, le film est divisé en 2 parties, on va dire. Et en fait, là où il brille véritablement, c'est dans sa toute première. Donc en fait, l'intérêt, crevons le deuxième abcès. Le film, oui, certes, n'est pas un rip-off de Magic, même s'il ressemble beaucoup, mais on pourrait dire que c'est une sorte de rip-off de Psycho. Oui, sauf que, imaginez Psycho, où le twist, on vous les vante tout de suite. Et non seulement on vous les vante tout de suite, mais en plus, ce n'est que la deuxième partie du film. Et dans toute la première partie, on va vous expliquer la création du trauma. Et c'est justement dans cette première partie que le film touche, je trouve, une puissance assez mortellissime, quoi. En fait, toute cette première partie va montrer le rapport entre le père très strict, une mère qui est maniaque de la propreté, et l'éducation des enfants, y compris l'éducation sexuelle, à travers le prisme d'un modèle en plastique. Et en fait, du coup, ça va avoir un impact sur les enfants, sur leur évolution, jusqu'à l'âge adulte. On les prend très tôt. Et en fait, on va voir, la première partie, c'est vraiment des tranches de vie sur différentes périodes, où petit à petit, le trauma, mais pas que le trauma du personnage principal, va se créer. En fait, la psychologie des 2 personnages principaux est dans tous les cas tordue. Et en fait, on va suivre ce cheminement qui est, là où ça devient effrayant, assez logique quelque part. Et en fait, dans cette première partie, il y a une ambiance extrêmement étrange, extrêmement glauque, qui va vraiment envahir tout le film. Et c'est du coup là que la deuxième partie, qui là par contre est vraiment très rip-off, très classique, va quand même arriver à tirer des trucs qui sont intéressants. Moi, personnellement, de mon point de vue, je pense que si la première partie a fonctionné sur toi, je pense que tout le film, c'est bon, il n'y a pas de problème. Si jamais la première partie ne t'a pas touché, effectivement, je me dis que tu auras peut-être du mal. Donc effectivement, ce n'est pas un film pour tout le monde. Un des gros problèmes du film, c'est que le réalisateur, c'est un réalisateur de télévision. Et ça se voit. Et ça se voit. Voilà, là-dessus, j'ai rien à dire dessus. C'est plan-plan, quoi. Voilà, c'est assez plan-plan. Mais voilà, la vraie puissance. Une excellente direction d'acteur. En fait, c'est David Hewlett qui tire vraiment. Scénario. Il tire vraiment son épingle du jeu. Mais je pense qu'en fait, les véritables qualités du film. Alors, je n'ai pas lu le roman, mais à mon avis, les qualités sont dans le roman. Voilà, je pense que toute la structure de la psychologie des personnages, l'évolution de cette psychologie, c'est vraiment le roman. Et du coup, voilà quoi, je suis très très curieux de le lire du coup. Je sais pas s'il est sorti en France, mais je trouverais ça assez intéressant. Parce que du coup, dans cette évolution, le père, dans cette éducation stricte, a du mal à faire transparaître tout le côté sentiment, émotion. Et donc du coup, à chaque fois qu'il va évoquer la sexualité, ça va toujours être de manière extrêmement froide et extrêmement clinique. À travers un personnage en plastique qui déjà ne peut rien ressentir, mais surtout de par son apparence, puisque c'est donc un mannequin d'anatomie qui n'a donc pas de chair, c'est juste l'intérieur qui est montré de manière froide et crue. Et du coup, en fait, on va avoir un peu les 2 versants d'une même pièce, où la petite fille va développer une libido exacerbée qui va amener certains problèmes plus tard, et au contraire, le frère, lui, on pourrait hésiter sur une homosexualité refoulée ou une certaine frigidité qui va du coup le bloquer dans un stade enfantin. Ou une grave envie de niquer sa sœur surtout. Ou aussi je crois que c'est surtout ça en fait. Il y a aussi ça. C'est clair sur une scène, le fameux poème.
J'avais une question, une scène que j'ai pas compris en fait, qui est pas claire. Il y a cette scène donc où le gamin est caché derrière les rideaux donc là où meilleure scène du film. Là où il pine. Est-ce que c'est une infirmière ou la mère? Non, c'est une infirmière. C'est une infirmière. D'accord, parce qu'ils ont la même coupe que la mère. Oui, non, c'est une infirmière. D'accord, ok. Voilà. Et c'est une des scènes les plus connues du film. Généralement, les gens se souviennent surtout de cette scène. Donc effectivement, il y a des choses assez étranges qui se créent. Après, c'est un film qui peut aussi être sujet à interprétation, donc en l'occurrence la sexualité du héros. Est-ce que, par exemple, il y a un vrai désir incestueux, ou est-ce que c'est amené par certaines scènes du film? Ouais, c'est assez clair. Moi, ça m'a pas assez clair, surtout qu'en plus, surtout que sa sœur lui parle très ouvertement de ses désirs, même quand ils sont tout petits et tout. Puis moi, j'avais une suspicion surtout d'inceste entre le père et la fille, puisqu'il y a quand même, c'est sa préférée, il la favorise en tout, et il propose. J'irai pas jusque là. Je sais pas, ça m'a vraiment. Les parents sont pas irréprochables, mais ils ont l'air quand même d'être des bons parents. À un moment donné, ils se posent la question. En fait, tu sais quoi, rien que le fait qu'on en discute de ça et qu'on n'ait pas forcément la même lecture, pour moi, c'est la faiblesse du film. C'est-à-dire que. Ouais, justement, je trouve que c'est une force de chasse. Je trouve qu'il y a plein de bonnes intentions et c'est intéressant. Je pense que ça vient du bouquin. Justement, moi, je trouve ça intéressant. En fait, il n'y a jamais soit assez de qualité, soit d'interprétation, soit d'écriture, soit de mise en scène, pour que finalement, toutes ces graines, elles germent. Et ce qui fait qu'en fait, je passe mon temps à voir un truc qui est vaguement intriguant. Je suis pas d'accord. Mais dont je vois un bout de Magic, je vois un bout de Psychose, etc. Et en fait, il n'y a jamais rien qui arrive à germe. Le film n'est pas clinquant, on va dire, en termes de mise en scène, en fait, comme peut l'être Magic ou même Psychose, mais il y a quand même une cohérence en fait qui fait que la sauce prend en fait, et que en ce sens-là, le film est bien réalisé. Après, c'est pas, on va pas entrer dans des grands débats, quoi, mais qu'est-ce qu'un film bien réalisé? En fait, le film que tout soit cohérent, même si finalement t'as pas la photo la plus marquante ou des plans qui tuent. Je trouve que le film, dans ce sens-là, est bien réalisé en fait. Ah ouais, moi je trouve que c'est tellement lambda en fait qu'il se passe rien. Moi c'est en encéphalogramme plat au-delà de. Après, t'as pas aimé le film en fait? Non, en fait, j'ai pas aimé le film, surtout quand tu découvres ça et Magic d'affilée, quasiment, si tu veux, il y a une telle différence de qualité sur une thématique assez similaire qui fait que moi je vois des trucs intéressants, mais je trouve que ça débouche jamais vraiment sur un truc ultra convaincant. Quoi. Mais c'est marrant parce que moi j'avais pas du tout associé les deux films Magic et Epine pourtant je les ai vus pareil. Thématique, il faut peut-être pas parler. Il y a un détail, certes, mais en fait pour moi c'est vraiment différent parce que disons que c'est deux films où tu as des mecs qui par leur ventriloquie font ressortir leur. Non, attends. C'est assez évident aussi dans Magic finalement. Oui, c'est bien. Puisque dans Magic en fait tu as un personnage introverti et sur scène il a besoin d'être extroverti pour être aimé par le public, et du coup ça passe par sa poupée. Donc c'est la même logique dès le début dans Magic en fait. Donc en fait c'est vraiment deux personnages qui utilisent des poupées à laquelle ils donnent leur voix pour exprimer leurs pulsions ou exprimer on va dire la part un peu dominante qu'ils sont pas capables d'exprimer en face à face avec les gens. Et c'est pour ça que pour moi les films sont très proches de leur thématique. Du coup, pour moi c'est pas la thématique, c'est un peu le dispositif, mais pour autant la thématique c'est inversement. La différence aussi, c'est que le principe de l'alter ego dans les deux films est différent. Il y en a un dans Magic, il a conscience que c'est lui, que c'est son alter ego, alors que dans Pin, il y a un rejet de cet alter ego. Ouais, voilà, il est dans le déni. Voilà. Oui, les traitements sont par contre sont très différents. Cyril, juste sur Pin, donc je découvrais ce film-là en fait. Xavier va pas être content, mais j'ai juste adoré en fait. Ah merde. Et ce que je voulais dire, c'est que j'ai trouvé ça extrêmement malaisant. Ça fait un moment où j'avais pas été aussi mal à l'aise devant un film. Alors pourtant on en voit des merdes, hein, des trucs un peu genre oui, c'est sûr, qui peuvent s'appeler le moral, mais j'ai trouvé ça d'un glauque en fait, et surtout avec la photo à la canadienne et tout, le côté un peu. Et j'ai dit putain, ce film il est fou. Et pourtant attendez-vous pas un truc non plus hyper trash, hein, mais ça plombe. C'est malaisant, et du coup j'ai adoré. Je me suis dit putain, c'est quoi cet ovni? C'est vraiment, ça fait un moment que j'avais pas vu un truc comme ça où je me dis je sais pas où ça va, c'est super dérangeant, ces relations bien dans cette famille un peu, quand il y a la tante qui débarque. La tante, je sais pas, je trouve ça super glauque ce film en fait. Ça aurait pu être un film australien. Ouais, mais il y a un truc vraiment salace dedans, et moi par contre j'ai préféré celui-là à Magic, mais bon, enfin on va pas comparer. Mais après, moi comme Véronique, j'ai pas vu l'analogie, c'est là un instant qu'on vous en parlait, je fais ah oui c'est vrai, effectivement il y a des. Non, mais après c'est une question de goût, c'est une question de sensibilité. Je pense que moi Magic c'est un film plus beau, plus lumineux quelque part.
quelque part, hein, vraiment. Voilà. Pin, c'est Je mets sale, des quoi. gros guillemets, alors que Pin, c'est sale, C'est quoi. sale. Non, mais vraiment, c'est vraiment. Et pareil, d'où vous connaissez ce film-là? J'avais jamais entendu Ah, parler. moi non c'est plus, j'en sorti en avais France, jamais hein. entendu parler. C'est Ouais, sorti en France en C'est- VHS. Personne n'en parle jamais c'est- dans les. Moi, j'avais vu ça, j'étais fou. En fait, moi, tous les trucs de la collection Cauchemar, moi, je me les tapais tous. J'ai regardé sur Sens Critique, par exemple, il y avait genre un avis, mais c'est tout. Mais enfin, je mais sais pas que c'est la Sens Critique référence, aussi, mais c'est Je me oui, non. demande si c'est pas une. Je sais pas que c'est une référence, mais ça m'a fait marrer. J'ai jamais entendu parler de ce C'est, film-là avant. conversation. c'est C'est même, même, C'est vraiment un film VHS en fait. Alors, Purement. non, c'est un pur film VHS, il Ouais. n'est pas sorti en salle hein, en Ouais. plus. C'est vrai, c'est un DTV de l'époque, Quelle DTV des années exploitation, 80. comme on dit. Je me demande si c'est pas. J'en parlais pas avec François Cognard il y a quelques années. Il me dit il faut que tu vois ce truc-là. On parlait des films en fait que peu de personnes avaient vu. Celui-là, on faisait partie. C'est comme ça que je me suis précipité sur le DVD à l'époque, quoi. Et juste sur Magic, j'ai pensé à un truc à l'instant qui m'a fait marquer dans le film, qui m'a fait remarquer dans le film, c'est que vous connaissez Jeff Panaclock. C'est un comique pas du tout drôle avec une peluche. Mais le principe de Jeff Panaclock, c'est que c'est une peluche qui insulte les gens. Et en fait, les gens trouvent ça rigolo. Genre, la peluche, elle dit que je suis un Alors, gros tas de c'est merde. lui, ouais. Alors, Ouais. c'est lui. Et ben en fait, c'est Magic, c'est Exactement pareil. ça, le Magic. C'est j'insulte les gens. T'as jamais eu envie de faire ça, toi, Cyril, du coup? Bah, c'est génial. Quand Cyril il insulte les gens Oui, direct. mais là, c'est bien parce que des gens me disent oh c'est rigolo la peluche, elle m'a insulté le gros tas de merde, c'est trop mignon, alors que c'est le mec à côté qui t'a insulté. Genre, C'est voilà. vrai. Et donc Magic, ça me fait vraiment penser à ça. Je me suis dit tiens, Ouais, c'est c'est Jeff vrai. Panaclock the movie quoi. Voilà, c'était juste une aparté. On passe au film de Laurent. Ah bon bah alors on va un peu changer de crèmerie du coup là. on Salopard, va passer à la non je dis pas qu'on change de qualité, je dis qu'on change de genre. Crèmerie, t'as dit. Attention. Oui mais voilà, c'est-à-dire que Change de tiécart. on va changer de tiécart, surtout on est dans une veine légèrement moins psychologique. T'es con. On fait Alors un bon- déjà moi on j'ai fait un bon triché, j'ai d'enfant. pas pris un film, j'ai pris un sketch, voilà, un petit bout d'un film donc. Pourtant, il y en avait des films de poupées. Oui, il y en avait mais C'est en comme fait, les vampires, ça te fait chier Ouais. aussi. ah, mais il y en a pas tant que ça et pour pas- Ouais, il y a de non, quoi non. faire. il y en a pas tant que ça, des bons. Ouais. Il n'y en a pas tant que ça dont on n'a pas déjà parlé 12 000 fois. Donc tu vois, après voilà, on a envie un petit peu de surprendre notre Moi, auditoire. ça m'a fait chier de pas parler de Puppet Master. J'aurais bien envie d'en parler. Oui, mais Ouais, voilà, tu mais vois, c'est ça trop Puppet évident, Master, finalement. c'est Pourquoi pas un peu Oh, évident, nos tu vois. auditeurs connaissent. Et surtout que le premier Puppet Master, moi personnellement, me fait un peu chier. Mais donc, C'était quoi le Ah, 3 mais non le meilleur c'est le 2. Oui, à la ouais, limite, ouais, le ouais. 3, ça peut se jouer Ouais, entre le 2 et le 3. Mais le meilleur en On réalité, fera une c'est le 2. spéciale on sait Puppet tous. Master. Ouais. C'est grave. En tout cas, là, on part à la période bénie du milieu des années 90 où le hip-hop était à son apogée et le film hip-hop a tout tenté. Voilà, il a tenté les drames, il a tenté les polars, il a tenté les films d'horreur avec Tales from the Hood, réalisé par Rusty Cundieff. Rusty Cundieff qui est un acteur slash réalisateur. Il passe un petit peu des deux côtés de la caméra. Il n'a pas fait de trucs de fou. Son précédent long métrage, c'était une espèce de spoof de NWA, le groupe qui s'appelait Fear of a Black Hat au lieu de Fear of a Black Planet qui était titre, non je crois que c'était Public Enemy, Fear of a Black Planet, enfin bref voilà, c'est une espèce de parodie un film parodique sur un groupe de rap, et là il fait Tales from the Hood, donc un film à sketch alors avec un fil rouge habituel de tous les films à sketch horrifiques. Donc ça commence avec trois débilos du Hood, dealers de drogue qui veulent récupérer la drogue chez un ils se lancent des trucs, c'est tellement compliqué. Arrêtez en fait. les enfants, là. De C'est Cyril, faire hein, il écoute personne. Ah, Si, non, j'écoute. mais Non, c'est tellement non, compliqué, tu alors joues, qu'on a tu t'emmerdes l'impression les que gens. Tout le monde s'en fout. Bref, Dis que tu te fais chier hein, pendant l'émission. Si on donne trois une débiles Switch. du Hood foncent dé à la weed qui vont chercher de la drogue chez un morticien, un homme qui tient une putain aidez-moi Un truc bordel. d'opium, un truc non, mais non. un truc toi t'as Non, pas mais vu le film, c'est un croque-mort. Moi, j'ai un avec le croque-mort, enfin, sketch. voilà, ou qui tient une Qui croque des morts. les pompes funèbres, putain de sa mère là, chouette. Voilà. Putain, t'as des mots mémotechniques faciles à On retenir. mettra un hein, bip c'est- là-dessus, merci. Voilà, les pompes funèbres donc et Bisous aux mamans. et en fait le tenancier de pompes funèbres forcément c'est une espèce de crypte qui peur un petit peu qui profite de l'arrivée de ces jeunes parce que lui en fait il aurait trouvé de la drogue et il voudrait leur revendre pour se faire un peu de pognon et il leur raconte des histoires macabres qui sont liées à chacun des macabées qui sont dans les cercueils de ces pompes funèbres. Voilà, et on arrive donc à cette troisième histoire du film. Qui est l'histoire d'un mini Donald Trump, hein, il faut le dire ce qui est, hein, Populiste. d'un populiste politique ancien du Ku Klux Klan qui a décidé de conquérir le vote noir. Bon, le mec ne doute de rien, mais bref. Et donc il s'est installé d'ailleurs au cœur d'un quartier noir. Il veut se faire élire, je sais plus, gouverneur ou un truc comme ça dans le coin. Et il s'est notamment installé dans une ancienne maison de plantation, de patron de plantation, d'esclavagistes, donc, dans laquelle il y aurait eu un drame
drame, puisque le propriétaire de la plantation au moment de l'esclavagisme aurait décidé, quand la guerre de sécession a été perdue par le Sud, qu'il ne laisserait aucun de ses esclaves vivants et qu'il les aurait tous fait tuer, et leur corps aurait été enterré un peu plus loin, et la légende raconte que l'esprit de ces malheureux se serait réincarné dans des poupées grâce à une mamie vaudou, voilà. Et donc ce fameux raciste qui vraiment ressemble à Donald Trump, c'est assez flippant. Il a la coupe blond tirée en arrière limite mulet, la cravate rouge et tout, c'est tout à fait ça. Va être la victime de ces poupées, voilà. Alors c'est assez, on va dire, inconséquent. C'est pas le seul sketch marquant de l'histoire des films à sketch avec des poupées. On peut parler de la Trilogy of Terror de Dan Curtis, un sketch avec Karen Black, 1 et 2, avec excellent sketch de poupée. Dans mon souvenir, dans Cat's Eye de Stephen King, il y a aussi ce sketch tiré de... Avec le chat. Non, avec l'armée en plastique, l'armée de soldats. Est-ce que c'est là-dedans? Ah non, c'est autre chose, ça, l'armée de soldats. Non, là, vous sortez... Non, parce que dans celui-là, il me semble que c'est justement le... Il y a un gnome. Dans Cat's Eye, c'est le gnome qui se fait pourchasser par le chat. Alors, je confonds. L'armée, c'est quelque chose. C'est un film Oui, que j'ai parce vu, qu'en ça. fait, c'est une nouvelle de Stephen King qui est dans la nouvelle Danse macabre avec un tueur à gages qui reçoit un paquet avec des soldats de plomb, et en fait il s'anime et qui essaye de le buter. Je l'ai vu, ce truc-là. Et ce sketch est dans un film, mais c'est pas dans Cat's Eyes. Dites-nous dans les commentaires. Voilà, on cherche, mais c'est pas Darkseid, non? C'est pas dans la série Darkseid? Non, je sais En plus, c'est bien fait, les c'est bien fait. Bref, donc voilà, il y a pas mal de films à sketch avec. Il y a l'Indien en bois. Ouais, l'Indien en bois, ouais. Et là, j'ai choisi celui-là déjà parce qu'en fait, personne n'y aurait pensé. Donc, ah oui, c'est sûr que Tales from the Wood, je pense que personne ça me fait marrer d'aller chercher un truc auquel personne n'aurait pensé. Raison. Et au-delà de ça, je trouve le sketch ultra efficace, super bien fichu. Les petites, c'est dingue. motion est mortel. C'est assez gore, c'est assez méchant. Les poupées font flipper. Je vais pas vouloir avoir grand chose d'autre à vous dire au-delà de ça, si ce n'est que les autres sketchs sont assez rigolos. Je trouve que chacun des sketchs du film a son petit twist au niveau des effets spéciaux, en plus notamment des effets spéciaux gore qui sont assez bien fichus. Quand même une musique de Christopher Young, donc rien que pour ça on regarde le film et puis on se tait. Et le Keeper, c'est pas c'était Samuel Jackson. Non, mais il ressemble, c'est Clarence Williams 3, je crois, il ressemble ressemble beaucoup à Samuel Jackson. Alors, ce serait. Alors, Aurélien Qu'est-ce que nous dit tu que ce dis, serait dans la Bernardo série télé Rêve et Cauchemar. Putain, c'est bizarre parce que non. C'est dans un film. Ouais, non, mais ça a dû être réadapté. Alors, on lit, on découvre en même temps que vous, donc on va en reparler. Mais dites-nous dans les commentaires, c'est voilà. plus simple. Et donc voilà, donc ce sketch de Tales from the Wood, c'est pas le sketch ni même le truc de poupée tueuse le plus marquant. En revanche, si vous aimez le thème et que vous avez envie d'aller voir on va dire des itérations un petit peu moins connues et plutôt bien fichues, ça c'est un vrai petit plaisir B/bis avec des effets spéciaux super soignés. Vous allez voir, la stop motion elle est absolument mortelle, surtout pour un film à sketch, on s'attend absolument pas à une qualité d'effets spéciaux. Et il y a un autre truc bien dans le sketch, c'est le début où tu as un communicant noir Black, oui, ça, qui c'est assez, coach en fait le gars, c'est quand même assez osé, en avance sur son ouais. temps. Même tout le film est très politique. Le premier sketch c'est sur l'histoire de 3 flics véreux avec un excellent Wingshauser qu'on ne voit vraiment pas assez, mais alors lui dès qu'il joue un rôle d'enculé, il était déjà extraordinaire dans Vice Squad de Gary Sherman et là il est à fond aussi. Et en règle générale, ce premier sketch parle plutôt de violence policière, c'est très Black Lives Matter 20 ans avant. Donc non, le film a une conscience politique assez intéressante, c'est produit par Spike Lee, c'est quand même pas bon. Ah bah oui. Il y a eu un 2. Il y a eu un 2 en 2018 par le même réalisateur qui est une espèce de DTV que je n'ai pas vu et que j'ai un peu peur de voir. Est-ce que c'est pas le truc avec Snoop Dogg? Non, ça tu confonds avec Bones de Ernest Dickerson. Ah oui, d'accord. Voilà, qui est pas un film à sketch, qui est un film où Snoop jouait une espèce de croque-mitaine. Mais il a pas fait un film à sketch, c'est sûr et certain ça? Si, il y a peut-être eu un truc. Il y a eu un ça truc me dit quelque chose. Je me rappelle j'étais en festival en 2007. était producteur, non? Il y a eu un DTV. Il y avait l'avant-première de ce truc-là. Il y a eu un DTV film à sketch d'horreur avec Eminem et produit par Eminem. C'était vraiment de la merde. J'ai le DVD quelque part à la maison, c'était insupportable. Mais Tales from the Wood, franchement, moi je trouve que le film est complètement passé en dessous des radars, mais c'est une petite, un bon petit bis des années 90. C'est culte quand même. On entend souvent parler de ce film. Avec une excellente BO dont on n'entend à peu près aucun, enfin en dehors de la musique de Chris Young. Il y a eu, comme d'habitude pour tous les films estampillés Ghetto de l'époque, il y a eu une BO de rap
Et on entend, on va dire, un morceau et demi, mais en revanche, tous les morceaux sont mortels dans la BO que vous achetez, parce que je l'avais acheté. Voilà. Moi, les poupées m'ont fait penser à Black Devil Dolls, carrément, dans leur tout à gueule et fait, tout. ouais. Et ce qui m'a fait marrer, c'est quand j'ai vu le film, il y a un logo au début de Focus Feature, Tout à fait. qui Major, en fait, c'est la filiale indépendante du Major, je sais plus laquelle, je crois que c'est Universal. Ils ont racheté Sony. les droits après. Ouais, mais c'est un une surprise, ça m'a tué de voir ça avant ce film-là, indé quand même et tout. Je pense que c'est parce que ça doit être Ils ont la un version rachat vidéo. ouais, rachat de c'est un rachat catalogue. et tout. Et ouais, j'avais toujours entendu parler de ce film-là, j'avais jamais voulu le voir, et du coup j'ai vu juste le sketch que tu t'as conseillé, qui est pas mal. Voilà. Oui, Moi, j'ai commencé ça, moi j'ai pas trouvé ça très excitant. Juste le sketch en fait. Non, j'ai commencé, je me dis je vais tout me faire et puis après je me dis D'accord. bon, Mais je vais t'as voir vu les le autres sketch films quand sur Star. Non. Même pas. Non. C'est pas gentil pour Laurent. Moi, Véronique, Mais j'abandonne. j'ai eu très peu de temps, j'ai pas eu le temps de voir tous les J'abandonne. films. Zéro, Je suis désolé, je me rattraperai. pas vu? Si, j'ai vu le sketch. Mais j'ai pas. Je me suis dit que j'allais gagner 1 heure sur ma vie. pour regarder le reste. Ah, ça dure 30 Il est minutes. pas long le sketch. Si, mais j'ai regardé le Ah oui, sketch. mais t'as pas J'ai pas regardé le regardé les autres. reste. D'accord, mais c'est pas grave. Mais C'est non, dommage. et sinon j'aime bien les films à sketch de base, donc j'étais contente. D'ailleurs, faut en faire D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on Faut faire fasse une un spéciale. spécial film à C'est ça. sketch, j'y ai Ouais. pensé. Bah franchement, Et faisons-le. Je choisis déjà le mien. Ah, moi, Non, moi je pense non. 666 Southbound. Ah oui, vas-y, prends. Ah, Attends, mais c'est vous génial, faites ça, des ça. annonces On là, ça y va est. se battre avec Xavier. Voilà, quoi, vous allez prendre quoi Moi je prends Terror Tract. vous allez prendre Trick or Treat, c'est ça First. Non. Bah non, on l'a déjà fait. Xavier va prendre un truc obscur indien. Non mais on pourra Tales parler de from the ça Dark en Side. antenne ou on demande aux gens des suggestions dans les commentaires. Ah oui, comment ça se passe en fait? C'est le vol de le premier qui prend son film qu'il a envie. Bon, bah, c'est pour la prochaine. La prochaine après la prochaine. Véro, Tales from the Dark Side. From the Hood. Non mais du coup t'as pas fini. Non, c'est bon, j'ai fini. Ah, Et Xavier. Bah moi par contre, moi j'aurais sûrement l'avis le plus positif sur les films parce que Ça, je n'étalais pas mon toi. Tales from the Hood, en fait pour moi c'est vraiment la descendance de Melvin Van Peebles. Ok, c'est fauché, c'est pas forcément bien joué par tout le monde. Il y a des acteurs qui sont quand même assez mauvais dedans. C'est vrai que ça ressemble au Conte de la Crypte version street ghetto, mais voilà, il y a une vraie conscience politique. Moi je trouve qu'il y a un petit côté un peu guérilla, un peu Melvin Van Peebles, enfin pour ceux qui ont vu Sweetback Badass Song, vous allez retrouver une ambiance un peu équivalente. Et surtout le sketch en fait ce que j'aime dans le film, c'est qu'en fait les sketchs, plus ça avance et meilleurs ils sont. Et pour moi certes celui des poupées est vraiment très bien, c'est sûrement le plus politique, mais en fait dans le film c'est vraiment celui qui va arriver à monter le versant politique au le plus élevé pour finalement arriver sur le 4e qui va être le plus humain. Et j'ai trouvé qu'au niveau de la construction ça tuait tout, parce que du coup quand tu t'es tapé le 3e, d'un seul coup tu as vidé tout le côté politique qui pourrait plomber le message. Et une fois que tu as vidé ça, il reste plus que l'humain, et putain le 4e il fait mal quoi. Le 2e est cool aussi. Pour ouais, le coup, il est assez humain. cool. C'est plus sur les familles Ouais, mais parentales. mais le mais il est 4 pas extraordinaire non plus, mais il est rigolo. le 4 Ouais. il est vraiment super Ouais. quoi. Bah Voilà. On passe au film de Cyril. Bon alors c'est fini vos films de guignol, là on va s'attaquer un peu au patron des poupées, Oh. Ah. le Oui, bah, brave le- gars. Le patron des poupées, mais t'as pas choisi le meilleur. On va en Loin de là. parler justement. Donc bien sûr c'est de Chucky qu'on va parler. La série commençait avec le premier film Jeu d'enfant de Tom Holland. C'était en quelle année c'était Tom Holland? T'as bien bossé, toi. 82, 88. Ah, j'ai Je dis 89, j'avais le Ouais. juste prix. 89 en France et 88 aux US, voilà. Donc Jeu d'enfant c'est quoi là-bas? C'est un concept inventé par Don Mancini. Don Mancini, pourquoi je dis Tom? Don Mancini qui a inventé ce principe de cette poupée qui est en fait un tueur en série qui s'appelle Charlie Ray Parker, je crois que c'est ça. Charlie Ray. Charlie Ray qui adapte du voodoo et qui se fait tirer dessus. Alors c'est le tout premier, premier film jeu d'enfant, donc Child Play en anglais. Donc il se trouve coincé par les flics dans un entrepôt, et en fait avant de mourir il s'est pris une balle, et avant de mourir il transfère son âme dans le corps d'une poupée, la poupée Brave Gars, une poupée pour enfants toute gentille mais qui est assez grande quand même en taille, et qui va se retrouver dans les mains d'un enfant, Andy, et voilà, ça c'est la phrase qu'il dit pour passer dans le corps et tout. Tu Et fais donc en bien. fait c'est une saga, parce que c'est une saga, faut dire ce qu'elle est, une des plus connues du cinéma d'horreur. C'est que même plein de gens qui connaissent pas le fantastique, ils vous diront toujours, je connais, ah oui, Massacre à la tronçonneuse, Freddy à la rigueur et Chucky. C'est vraiment un truc qui ressort souvent, c'est rentré dans la pop culture, et pourtant c'est une saga assez inégale, hein. On va en parler. Le premier, il a son petit succès, il a fait parler de lui à l'époque et tout, mais c'est pas un grand film, on va pas se mentir, hein. J'aime bien, moi. J'aime bien le 2, je crois même, c'est peut-être un de Super mes film. préférés de la saga, et pourtant le 2 il est pas ouf. Mais c'est plus une Madeleine de Proust, c'est-à-dire que quand gamin je voyais ça, les reportages sur à la TF1, enfin c'est même pas, c'était TF1 ou France 2, enfin Antenne 2 à l'époque, à Avoriaz ils montraient des images de Chucky 2, ça me donnait trop envie quoi. Bon, le film est pas ouf, mais
est sympa. Le 3, c'est une catastrophe. Bouh. Il y a un body count de nul. Il se passe. En fait, les 3 premiers, donc 1, 2, 3, on suit toujours Andy qui est pourchassé par donc Chucky parce que Chucky veut retrouver un corps d'humain, et donc pour retrouver un corps d'humain, il faut qu'il. En fait, c'est plus précisément, il est censé utiliser le corps du premier humain qui il a parlé, à qui il a révélé sa véritable identité. Voilà. Il se trouve que c'est Andy, donc dans le 1, il n'y arrive pas, il se fait tuer. Et ce qui est marrant dans les Chucky, c'est ce qui m'a toujours marré à l'époque, ce que j'aimais bien à l'époque quand j'étais gamin, c'était de voir comment ils allaient ressusciter Chucky pour que le nouvel épisode démarre. Donc ça, c'est un truc que j'aimais bien à l'époque. Donc à la fin du 1, il lui arrive quelque chose. Au début du 2, on le voit comment il le ressuscite. Puis il meurt à la fin du 2, et ainsi de suite. Voilà. Et en fait, les 3 premiers, donc c'est vraiment cette histoire entre Andy et Chucky. Puis arrive celui dont je vous parle aujourd'hui, c'est-à-dire Chucky 4, la fiancée de Chucky, qui là par contre du coup part sur autre chose. En fait, ils ont l'intelligence de dire bon, ça suffit là, Andy. En plus dans le 3, il était déjà devenu adulte et tout, quasiment adulte, jeune adulte, il était à l'armée et tout quoi. Ils se sont dit bon, on va arrêter tout ça, on va partir sur autre chose. Et on démarre sur le principe d'une fan en fait de Chucky, parce que Chucky du coup est devenu connu, la presse en a parlé et tout quoi, et qui arrive à récupérer dans les archives de la police. D'ailleurs ça donne droit à une scène assez rigolote où dans les archives où il y a les pièces à conviction, on voit le gant de Freddy, le masque de Jason, donc c'est un petit clin d'œil, mais à l'époque où le film a été fait, c'est-à-dire en 98, c'était quand même moins courant ces côtés crossover machin et tout. Il y avait pas trop de, il y avait eu dans Jason je crois et Leaves, Jason Goes to Hell. Voilà, il y avait à la fin un petit clin d'œil avec Freddy, voilà, et Jason, mais globalement c'était pas souvent qu'on voyait ça. Et donc c'est comme ça qu'il a hérité du rôle du poste de réal sur le S8. Sur Freddy vs Jason, Ronnie Yu. Ah oui, tu vas parler. Et du coup, Ronnie Yu, je n'en ai pas encore parlé, donc réalisateur hongkongais, se retrouve à devoir produire cette 4e suite hier, qui s'est fait d'ailleurs très tard après le 3e. Le 3e a pas trop bien marché, du coup il n'y en a pas eu pendant des années. Et le 4 a été lancé, quoi, et c'est donc Ronnie Yu, réalisateur hongkongais, qui a été appelé pour faire ce film-là. Ronnie Yu, donc on le connaît beaucoup, nous, pour The Bride with White Hair. The Bride with White Hair, qui s'appelait en France The Jong Yu, Entre Passion et Gloire. J'avais jamais entendu parler de ce truc. Je connaissais Jong Yu, mais je connaissais pas le Entre Passion et Gloire. Fais attention, parce qu'il y a eu plusieurs Jong Yu. Ouais, mais c'est bien celui-là. Ce ne sont pas les mêmes films. Ouais. Donc Bride with White Hair, un très très beau film, un Wusapian, qui a gagné d'ailleurs le prix du premier Gérard May en 94. Un Wusapian. Tu dis comment toi? Wusapian. Non, ça se dit Pian. On gagne du sud, dans un quartier en cantonais, voilà, sud-ouest. Moi où j'ai appris l'accent du sud. Là où j'ai appris le kung fu, on me disait Wusapian. Je t'emmerde. Donc Ronnie Yu. Alors du coup, ça je demande à Xavier parce que on va parler du film après, mais Ronnie Yu finalement, globalement, je connaissais pas trop sa carrière hongkongaise à part celui-là. J'ai regardé un peu sa filmo. Ronnie Yu, il avait pas fait un film avec Brandon Lee qui était excellent, qui était vachement bien avec. C'était le premier film de Brandon Lee d'ailleurs. Ouais. Avec des gunfights de malade dedans. Ouais, moi je l'ai regardé justement à cause de ça, parce qu'à l'époque j'étais à fond de John Woo et je cherchais des trucs avec des gunfights, j'ai entendu parler de ce truc et c'était bien. Ouais. C'était vraiment bien quoi. Ouais. Et en fait c'est pas le premier film américain de Ronnie Yu, on lui avait confié un film avec des kangourous qui s'appelait Magic Warrior. Ouais. C'était pas ouf. Ça donne plus envie. Franchement il y avait des trucs pas mal. Attention parce que c'est Magic Warrior, ça reste un film culte pour des personnes qui ont à peu près la vingtaine. Enfin mon frangin par exemple, moi je lui avais montré Magic Warrior parce que je voulais lui montrer un peu des films d'arts martiaux. Il était encore petit, alors j'ai préféré commencer par Magic Warrior qui passait sur Canal. Et en fait, des années plus tard, j'ai appris qu'en fait, c'est un de ses films cultes et qu'après, il avait cherché des années à retrouver ce film jusqu'à ce que ce couillon se décide à venir me voir pour me dire « Mais je crois que c'est toi qui m'avais montré ce film-là avec des kangourous qui font du kung-fu. » Je lui ai donné la réponse en 2 secondes. Il était dégoûté, ça faisait des années qu'il cherchait. Voilà. Donc apparemment, il y a un culte chez les colons. Et sachez qu'il y a aussi un Magic Warrior 2. Voilà. Mais pas donc ça a été le premier film ricain de Ronnie Yu. Après, il s'est retrouvé donc sur ce Chucky-là. Après, il a fait effectivement le Freddy vs Jason. Il a refait un film. Il a fait le 51e état qui était plutôt pas mal. Non. Ah bon, moi j'ai un bon souvenir du film. Non, j'ai plutôt apprécié. Ouais. Et il a après retourné à Hong Kong. Il a fait The Fearless, donc le maître d'armes en français. Un très très bon film. Un Wusapian, comme tu dis, ça Wusapian ça. Un Wusapian. Pas un Wusapian. Wusapian, c'est avec des sabres. Kung Fu Pian, c'est sans sabre. Kung Fu Pian. C'est Pian quoi qu'il arrive. Je crois qu'il y a des sabres dans il est beau Laurent là. Fearless, c'est plus un film de Kung Fu. Ça y est, le système des vies dans le HK. Revenons sur les poupées. Donc Brad Dourif qui donc jouait le tueur en série, donc Charlie Ray Parker, qu'on voyait pour de vrai en acteur dans le premier film, en gros 20 minutes. Se retrouve du coup à faire la voix de Chucky depuis toujours en fait toute la saga, sauf dans le dernier qui sort en salle. Voilà, on en reviendra sur la fin du truc et tout. Et donc j'expliquais tout à l'heure que quelqu'un voulait ressusciter Chucky. Il se trouve que c'est une fille jouée par Jennifer Tilly. Jennifer Tilly, on la connaissait pour le film Bound des frères Wachowski à l'époque en tout cas. Et Jennifer Tilly donc qui joue le rôle de Tiffany dans le film se retrouve du coup à c'est vrai. Non, je disais autre chose. Mais... Donc Tiffany veut ressusciter Chucky parce qu'en fait elle a suivi son parcours, elle
rêve de se marier avec. C'est une fan de tueur en série. Ouais, tueur en série. Elle rêve de se marier avec donc Charlie Ray Parker. Elle convoque du coup chez elle. Elle arrive à récupérer un gars, à l'attacher. Et en fait, elle veut faire le chemin inverse. Elle faire donc revenir. Elle arrive à récupérer donc Chucky, à faire revenir Chucky dans son corps. Mais ça ne marche pas en fait, et du coup elle est un peu dégoûtée, donc elle laisse Chucky de côté, et en fait Chucky arrive à se libérer, il a les boules contre Tiffany, qui était en fait son ex petite copine à l'époque, et du coup la transfère elle dans une corps de poupée fille en fait, et du coup ça devient un remake, rip-off, hommage à Bride of Frankenstein, du coup d'où le titre Bride of Chucky, et on va suivre la cavale donc de Tiffany et de Chucky pour arriver à retrouver leur corps, et ils vont donc poursuivre un couple de gamins, couple oui on peut dire ça quoi, des gamins qui s'échappent j'ai pas vu le film depuis longtemps, donc j'ai fait ça sans mes souvenirs et tout quoi. Et en gros c'est une course poursuite dans les États-Unis entre cette bande de jeunes qui essaient d'échapper à Chucky et Tiffany. Contrairement aux autres films où en fait Chucky finalement c'était une menace et on le découvrait au moment des meurtres, là il devient la personnage principale du film. C'est lui qu'on suit, il parle, il y a des états d'âme, il y a beaucoup d'humour, ce qui apparemment n'a pas plu à Talal. Je vois qu'il opine du chef quand je dis humour, mais le film est beaucoup plus drôle que ses prédécesseurs, beaucoup mieux foutu visuellement, très rythmé, beaucoup d'action et surtout très très gore. Il y a beaucoup de passages bien vénère, dont une explosion en bus, je me souviens, qui m'a beaucoup marqué quand je l'avais vu à l'époque. Voilà, donc moi j'adore ce film, je trouve le film très très fun. Juste avant qu'on en parle, il y a eu un 5 derrière qui donc est l'enfant de Tiffany et de Chucky. Il s'appelle Seed of Chucky en anglais, donc la semence de Chucky. En français c'est quoi? Non, c'est le fils de Chucky. Fils de Chucky. En espagnol c'est la semilla del Chucky. Oh, c'est beau ça. Il y avait les affiches, ça me faisait marrer. Il y a eu après un sorte de reboot qui est plutôt pas mal. C'est pas un reboot, non, c'est une suite. Oui, mais ça spoil de dire que c'est une suite. Oui, c'est ça. Ouais, mais bon, c'est une... Bon, on a spoilé, voilà. Mais qui est très bien. Il y a une suite qui est très très bien de cette suite. Ouais, très bien. Et là, donc en salle sortira du coup un. Non, attends, un autre. Ouais, il y a Cult of Chucky aussi. Cult of Chucky qui est le Qui est la suite. Qui est le dernier, on va dire, canonique. Ah, il est bien. Très bien. Qui se passe dans un hôpital psy. Ouais. Avec Andy Barclay. Ouais. L'acteur d'Alex Vincent. Tout à fait. Ah là, j'ai pas vu celui-là, tiens, je pensais que sympa, c'était le dernier en fait. Non, sympathique. Cult of Chucky est sympa. Ouais. Celui-là, j'ai eu la chance de le découvrir. Je vous montre un truc après. Mais oui, toi t'étais sur le set toi. Non, je suis pas allé sur le set, j'ai eu la chance de le découvrir au Fright Fest. Ah oui, c'est ça. Bah si, je l'ai vu celui-là. Et j'ai pu interviewer Don Mancini, Jennifer Tilly et la fille de Brad Dourif qui joue la dans le classe. dernier. Si, mais c'est vrai que j'ai J'ai vu eu moi. 15 minutes pour interviewer les trois, mais c'est très rigolo. C'est pas culte. Et Jennifer Tilly est arrivée dans une robe ultra moulante avec un énorme décolleté et un pendentif Tiffany. Elle adore son personnage des Chucky, et donc elle a un pendentif Tiffany autour du cou. De souvenir, tu imites très bien Jennifer Tilly. Est-ce que tu peux nous refaire sur son imitation? Je sais. Ah bon? Oui. Ah bon? Ne dis pas ah bon. Ah bon? J'ai imité. Ah bon? On peut faire parce qu'il y a Cult of Chucky, ça je l'ai vu celui-là. C'est dans une maison. Je me rappelle que tu avais imité Jennifer Tilly quand tu lui as raconté l'anecdote, l'interview. C'est celui d'avant. D'accord, alors c'est quoi? Parce que lui il a fait l'interview de celui que j'ai vu moi. La malédiction, avant tu as c'est celui la qui se passe dans malédiction. la maison hantée, enfin dans une espèce de vieille maison gothique. C'est celui que j'ai vu moi. Mais il y en a un autre après. Bah, Oui, il y en a un autre après. Il y en a un Sorti autre l'an qui se passe dernier. dans un hôpital psychiatrique Voilà. où la Non. fille de Brad Dourif qui est dans le premier, Ouais. enfin qui est dans le précédent, elle est internée parce qu'on l'accuse d'avoir tué toute sa famille dans j'ai le pas vu premier celui-là film. du coup. Et attends, Il juste est excellent ce dernier. après la Bride of Chucky, il y a Seed of Chucky. Tout à fait. Le Après il y a trois- celui dans la Ah, maison. Après, il y a la malédiction. La malédiction Ah, c'est de la Et Chucky. après, malédiction, Cult. c'est là. Et Après, le il y a retour il y a de Cult. Chucky. Donc il y en a 3, on est d'accord. Après Après, Freddy Cyril, Mercury, oui. il y en a Après, trois, Cyril, Oui, mais ouais. j'ai dit Seed of Quelle merde, Chucky. quel voilà. bordel. Et donc là, le nouveau, c'est un. Alors c'est ça qui est rigolo, c'est qu'en fait il y a Brad Dourif qui a toujours les droits, je crois, un truc comme ça. Après c'est Non, c'est Don Mancini. Don Voilà, Mancini. C'est en train de se splitter en deux, donc il y a une major qui sort, celui qui sort là dans la salle, c'est celui fait par la major et c'est un reboot. En fait, c'est la major qui s'occupait du film depuis le début, c'est Paramount, je Pardon. crois. Mais ça devient du coup un MGM. reboot. Ça devient un reboot. Mais Mancini a fait fuck off, un peu comme les Puppet Master, et donc il fait son propre univers. Et il y aura un autre Une Chucky. série télé. Voilà, C'est une série télé En fait, qui est il y en a- tournage avec le vrai Chucky, Je avec crois que Brad c'est Dourif. comme Massacre à la tronçonneuse, il y a Texas Chainsaw Massacre et Leatherface en fait. Ouais. Et il y a Chucky et Jeux d'enfant en fait. C'est deux Ah. licences différentes en C'est fait. pour ça que là, le titre, c'est Child's Ouais, Play. Oui. alors du coup le Child's Play. voilà. c'est ça Et la fiancée de Chucky, pour en revenir, c'est le premier d'ailleurs qui n'a plus le nom Child Play dedans. Les trois premiers s'appelaient Child Play 1, 2, 3. Ah. Celui-là, c'est changé de nom. Non, déjà dans le Et- 2 ça avait changé. Non, c'est Child Play 2. Enfin, aux États-Unis, c'est toujours le Child Play 2. Ah oui, c'est le 3 alors peut-être. Et le 3 aussi s'appelle toujours comme ça. Je sais pas. Change de nom. Le C'est une 4, merde, peut-être. Et juste, On n'a pas assez j'ai bu. hein. découvert moi Rob Zombie grâce à ce film parce qu'il y a la chanson Living Dead Girl qui ouvre le film, qui est Ouais, très très bien, qui est Rob très Zombie, voilà, ouais. qui est très adapté au Rob Zombie, bien meilleur musicien que cinéaste, et du coup qui est bien adapté au au truc. Et voilà, je suis pas faux. voilà. Et donc qu'est-ce que, à part Talal qui va cracher son fiel sur ce film, qu'en pensez-vous mes chers amis? Véronique, tiens. Moi, j'aime bien, je trouve ça Tiffany.
très très drôle. C'est un peu, c'est méta en fait. Il y a plein de références à d'autres trucs. Enfin, ça n'arrête pas. Je pense que pour toi c'est parfait parce qu'il y a beaucoup d'action et voilà. Donc ton activité a été comblée. Donc ouais, je trouve c'est fun. Ça se consomme. C'est de la série B drôle. Je dis drôle parce que tout le monde kiffe, donc je dis plusieurs fois qu'il est drôle. Voilà. Non mais voilà. Donc rien de plus à dire. Ouais, moi j'adore. Ouais, franchement, en fait, à la base, en fait, mon Ronnie Yu, moi je connaissais pour la partie hongkongaise. Donc c'est sûr que quand je l'ai vu arriver sur Chucky, j'étais un peu dubitatif. J'ai commencé à regarder le film et j'ai été très surpris. C'est le moins qu'on puisse dire. Et puis en fait, il a réussi à m'emporter dans son délire, quoi. Mais après, pour moi, faut pas le regarder comme un film d'horreur. Hein. C'est une comédie horrifique bourrée de références. Ouais, c'est du popcorn pour cinéphile, voilà, c'est un gros délire cinéphile. Sachant qu'il est sorti en salle, ce qui n'était pas le cas du 3. Ouais. Le 3 est un direct vidéo. J'ai vu en salle. Ouais. Après, moi je trouve que le film a cette énorme intelligence, c'est d'avoir sur les bras une icône horrifique. Et au lieu de faire comme les Halloween, etc., comme les Jason, c'est de se dire, en fait, ce personnage, on va vraiment lui donner une vie. Et on va vraiment, si on en fait vraiment le personnage principal, on renverse le truc. Et on voit le monstre, on voit du coup son quotidien. C'est très marrant, en fait, de vous s'apercevoir que il y a l'air plein de trucs. Que ce petit boogeyman qui nous a fait flipper quand on était gosse, en fait, quand tu passes de l'autre côté, que tu vois sa vie entre les meurtres, en gros. Il y a vraiment un truc assez intéressant. La scène où ils vont niquer, où elle lui dit génial, attends, t'as une capote, mais je suis fait en latex. Mais... Il y a un truc que j'ai pas dit, c'est qu'à la fin du 3, il se fait démembrer en morceaux tout. Donc en fait, dans le 4, il est raccommodé, donc il est plein de cicatrices comme Frankenstein. Encore une référence à Frankenstein. Et moi, voilà, je trouve que pour le coup, c'était vraiment vachement intelligent de faire bifurquer la franchise là-dessus. Alors ça donne pas un chef-d'œuvre, ça donne un petit film méta très très fun, super soigné, très drôle. Je veux dire, quand Chucky fait Shoyun Fat avec deux guns, à fond. Quand tu viens parce que t'es fan de Ronnie Yu, t'es juste ultra content de voir ça. Voilà. Après, c'est sûr que si on révère Chucky pour les 3 films précédents, pour son statut, vous allez être déçus là. Ça fait bizarre. Mais il faut accepter de passer cette espèce de 4e mur en fait. C'est un gars qui aurait pu tellement, enfin je sais que tu n'avais pas content, mais tu aurais pu tellement être mieux en fait, mais je sais pas pourquoi. C'est peut-être parce que c'est assez pauvre d'un point de vue cinématographique des premiers films. Je trouve qu'il y a. Il y a un côté ridicule de la poupée. Après bon voilà, c'est des films de chevet entre guillemets. C'est comme tu dis des Madeleines de Proust. Et c'est aussi pour ça en fait que le film est un peu. Alors il est très brillant sur le côté justement référentiel, la fiancée de Frankenstein et toutes les références qui sont déroulées au fur et à mesure. Mais finalement, je trouve que hormis les scènes de crime et ce référentiel qui sont parfois, des scènes de crime qui sont très inventives. Je trouve que le film est finalement un peu pauvre et que dans sa mise en scène justement la peur passe au second plan. Ça c'est là où encore dans le 3e, c'est pour ça que moi je trouve très dur avec le 2 et le 3. Qui dit du mal de 3. Non, moi je bien. Même le 3 qui est souvent décrié comme étant un film de merde. Ça sert à rien. Tu sais, il arrive avec les 2 derniers, surtout le dernier là, de Don Mancini, celui qui se passe dans l'hôpital, le retour de Chucky, Cult of Chucky, qui s'est globalement fait défoncer. Alors que moi je trouve que le mec a réussi un truc assez génial à partir de la fiancée de Chucky, donc tu passes du côté de Chucky, donc du coup ça devient plus des films d'horreur, et en fait petit à petit il a réussi à revenir vers un statut menaçant de Chucky. C'est le 2 derniers films. Chucky redevient une espèce de boogeyman, un peu tout en gardant tous les précédents films. Puisqu'on retrouve Tiffany, qui revient dans le tout dernier, alors que le dernier est quand même vraiment un putain de film d'horreur dans un hôpital avec des personnages bien fucked up. En plus, les deux sont violents, quoi. C'est clair, là, on n'est plus dans le truc rigolo, façon la fiancée de Chucky, le fils de Chucky. Non, là, c'est violent, c'est dur, ça fait mal. Et finalement, je trouve que c'est une saga qui n'est pas une saga majeure du cinéma d'horreur en matière de qualité cinématographique. En revanche, je trouve la façon dont ça a réussi à évoluer avec un personnage central qui est toujours le même et à faire des films finalement de genre assez différents et manier plein de tons, je trouve que c'est plutôt un cas d'école en fait. Et un truc qui était fort à l'époque, c'était les make-up. C'était un truc pour lequel ils mettaient vachement en avant le truc. Je me souviens, le 2, la promo, c'était surtout autour du tout ce qui était fait en plateau, parce qu'à l'époque il n'y a pas de synthèse, donc forcément c'était forcément du plateau, mais comment ils arrivaient à gérer ce truc-là qui était une certaine prouesse. Le 2, je trouve qu'il est intéressant, parce qu'il y a tout à passer sur le magasin de fabrication de l'usine de poupées à la fin qui est assez intéressant. Le climax est complètement taré, quoi. Mais il y a eu une polémique en fait sur le 3. Non, en fait, sur le responsable des effets spéciaux. C'est-à-dire qu'en fait, à partir, je crois, de la fiancée de Chucky ou de celui d'après, c'est un autre responsable des effets spéciaux qui a repris. Kevin Yeager Il a fait la synthèse, c'est ça? Non, c'était Kevin Yeager avant, et après, c'est un autre gars, et je sais plus quel est son nom. Et en fait, il est un peu devenu canoniquement le responsable de Chucky en effaçant un peu le nom de Kevin Yeager. Et les fans de Kevin Yeager en veulent un peu à ce gars-là qui est très
présent dans les promos et qui apparaît même dans plusieurs films. Il apparaît dans Seed of Chucky et qui est, je crois, maintenant même producteur de la saga, ou coproducteur à côté de Mancini, et qui a un côté un petit peu à s'arroger la responsabilité technique en fait, du personnage. Il y a eu un petit peu des polémiques là-dessus. Le 3, juste pour dire, il y a une polémique autour du 3, c'est qu'en fait, le 3, pour ce qu'il est, mais en fait, en Angleterre, des gamins ont tué. Deux gamins ont tué un autre gamin et chez eux il y avait la VHS de Chucky et le film a été accusé de sa violence, mais vraiment ça a été un scandale à l'époque et il n'a même pas failli sortir en France. Enfin, ça a été, je me souviens, dans Mad Movies, ils en parlaient et tout, et du coup moi j'étais à fond sur ce film. Putain, ce film est tellement violent que... et quand j'ai vu j'étais dégoûté, c'était tout pourri quoi. Pour l'anecdote, c'est Tony Gardner, le responsable des effets spéciaux, qui a repris un peu à sa charge la série. Alors au-delà de ce qu'on disait sur le fait que ça va se faire autre chose, et pourquoi pas finalement après tout, moi ce qui me dérange c'est déjà, je trouve que la mise en scène est plutôt pauvre, visuellement le film n'est pas aussi beau que sont les trois premiers, alors les trois premiers ont vraiment un cachet de leur époque. Celui-là est très passe-partout, je le trouve. Ah non, le premier est plutôt vraiment classe. Mais après, c'est encore une fois, il faut le mettre dans son jus, dans son contexte. C'est pas revu depuis longtemps. Ouais. Et l'autre chose aussi, ce qui me dérange particulièrement, c'est que finalement, même si Chucky, à partir du deuxième, devenait un peu comme Freddy, finalement, le dindon de la farce, en fait, et qu'il était vachement plus mis en avant, déjà à partir du 2, c'était déjà le cas, même si il faisait des blagues, en gros, ils arrivaient, il faisait beaucoup plus de blagues que dans le premier. Là, dans le 4, ça s'assume complètement. Ce qui est dérangeant, c'est les personnages en fait principaux, on va dire, en dehors de Chucky. Je sais même pas si on peut peut-être les personnages secondaires finalement. Oui, en fait, t'en as rien à foutre. En fait, ils sont interchangeables, alors que justement dans les trois premiers, il y avait une attache en fait et des enjeux en fait qui se créaient. On voyait Andy grandir en fait, donc il y avait un côté, on suivait ce petit gamin. Même dans le 2, t'avais la petite blonde qui accompagnait le petit Andy. Là, t'en as rien à foutre. C'est juste une série en fait, un enchaînement de sketchs en fait qui sont bien. Du coup, je vois pourquoi t'as pas aimé. Voilà. Il y a pas de liant. Et j'en veux beaucoup à Ronnie Yu parce que le Freddy vs Jason, on en parlera, j'espère, très bientôt, est un film que, comme beaucoup de mecs de mon âge, en fait, on attendait vraiment. Et en fait, on se retrouve après avec les mêmes poncifs en fait, que dans La fiancée de Chucky. Donc pour moi, Ronnie Yu est un homme à abattre. Voilà. Je pense que c'est les producteurs de Ronnie Yu qui sont à abattre sur ces projets-là plutôt que lui. Tu retrouves les mêmes tons, tu retrouves les mêmes gages, on va dire, Je trouve que ça fait peur que les producteurs de Ronnie Yu écoutent ce podcast. En fait. On en parlera après. mais en tout cas, c'était peut-être un peu fort. C'est qu'en même temps, du coup, la saga elle est revenue sur ce côté un personnage central, victime de Chucky qu'on suit sur plusieurs films, puisque la fille de Brad Dourif qui joue donc Fiona Dourif qui joue dans les deux derniers, elle reprend un peu le rôle de Andy dans la saga. Elle veut un boulot, c'est tout quoi. Mon père il a fait sa vie. Je vais gratter pour avoir un travail. Très bonne actrice. Donc voilà, en soi c'est pas un film détestable, c'est juste voilà. On va finir avec Chucky, on va passer à. Ouais. Sur Chucky. Moi j'ai non mais ça le méritait, c'est pour ça qu'on fait ce podcast en même temps. Moi j'ai choisi Dead Silence de James Wan, un film de 2007, donc américain, écrit par James Wan et Lee Vanell, dont on a parlé il y a pas très longtemps parce qu'il a écrit et réalisé Upgrade notamment, voilà. Au casting, peu de noms connus, mais quand même Ryan Quanten dans le rôle titre qui jouait Jason Stackhouse dans True Blood, donc l'espèce de teubé blondiné, le frère de Anna Paquin, voilà. De Suki, n'est-ce pas? Pour tous ceux qui ont suivi cette série. On a tous suivi cette série. Et aussi il y a Donnie Wahlberg qui joue un inspecteur. Moi, j'en parlais tout de suite, puisque donc le pitch du film rapidement. Donc un soir, Jamie, donc Ryan Quanten, et sa femme Lisa reçoivent une malle contenant une poupée de ventriloque. Ils ne savent pas qui leur envoie, ni d'où elle vient, et ils plaisantent avec, etc. Jamie part chercher à manger, et pendant ce temps-là, Lisa, qui reste à la maison, est sauvagement assassinée. Quand Jamie revient, il la découvre mise en scène de manière tout à fait macabre, la langue arrachée, voilà. Il est évidemment le suspect numéro 1 pour l'inspecteur Lipton, donc le Donnie Wahlberg. Qui aime le thé. Peut-être. Et pour prouver son innocence, il va lui-même mener l'enquête en remontant la piste de cette marionnette qui aurait appartenu à une certaine Mary Shaw, artiste ventriloque qui donnait jadis des représentations dans la petite ville de Ravensfair. Donc c'est le deuxième film de James Wan qui avait vraiment créé la sensation avec Saw en 2005. D'ailleurs, il y a un clin d'œil dans le film, puisque vers la fin, on va apercevoir la poupée de Saw. Et justement, il a fait ce film parce que il voulait mettre à l'honneur les scary puppets, comme il dit, puisque la marionnette qu'on voit dans Saw a vraiment eu beaucoup de succès. Suite au succès du film, beaucoup de monde s'est hypé sur cette marionnette. Donc il s'est dit qu'il était temps de faire un film consacré aux marionnettes. Et il voulait aussi rendre hommage aux films britanniques des années 60-70, évidemment.
Le film est sorti aux USA avec une classification R, donc moins de 17 ans, parce que c'est quand même assez gore. Et du coup, ça n'a pas été un carton au box-office, donc il n'y a pas eu de suite, alors que potentiellement, il aurait pu y en avoir une. Ce qui a motivé mon choix, en fait, justement, c'est ce traitement un peu à l'ancienne du film de poupée qui se situe, on va dire, quand même entre l'hommage et la parodie par moment. C'est quand même globalement très premier degré. Donc, il y a vraiment une visite de cimetière la nuit. Dès qu'il se passe quelque chose, il y a un orage et des éclairs pour mettre bien dans l'ambiance. On a un manoir abandonné, enfin plutôt un théâtre, voilà. Une petite comptine pour enfants, Beware the Star of Mary Shaw, qui raconte un peu quelle est la menace que représente Mary Shaw et qui donne un peu les clés justement de la malédiction, etc. D'ailleurs, il y a une petite musique, une sorte de comptine mélodique qu'on entend pendant tout le film, qui a été composée par Charlie Closer, qui était le compositeur attitré de James Wan sur ses premiers films et qui était membre du groupe Nine Inch Nails pendant plusieurs années. Donc, très bonne référence. Je trouve que le rôle de l'inspecteur, justement, incarne un peu ce côté presque parodique parce qu'il est là, il a tout le temps un rasoir électrique, il est en impair, il est un peu idiot. Donc là, il est vraiment c'est vraiment le personnage qui joue la limite de est-ce que c'est de l'hommage ou est-ce que c'est de la parodie. Et il y a vraiment aussi des décors qui sonnent carton-pâte volontairement, qui montrent ce côté tournage en studio et qui veulent pas cacher ça. Même les matte paintings, on les devine facilement. Et je me demande même en fait si le personnage joué par Jason Statham, Ryan Cranston, justement, qui jouait déjà un idiot dans True Blood, là est quand même assez insipide et lisse et bête un peu. Enfin, je l'ai pas trouvé très intéressant, mais ça fait partie du charme du film aussi. Mais ce que j'aime dans ce film-là, c'est qu'il est vraiment flippant en fait. C'est-à-dire que la première scène du film, elle est franchement, on reste scotché sur son siège. En plus, je trouve que là où James Wan est quand même un bon auteur et réalisateur, c'est qu'en quelques minutes, on est attaché à ce jeune couple. Il nous le rend sympathique vraiment en très peu de détails. Donc c'est plutôt malin. Et du coup, quand il se passe quelque chose dès la première scène, en fait, on est quand même touché par ce qui leur arrive. Et il y a ce principe de temps qui s'arrête pendant les scènes de flip aussi, qui est pas mal parce que justement cette petite musique continue, on l'entend tout le temps et finalement c'est elle qui nous fait peur, mais quand elle s'arrête c'est encore pire. Donc c'est plutôt intéressant comme dispositif. Et après il y a quand même toute une batterie de choses beaucoup plus classiques comme des jumpscares, des jeux de miroir, etc. Mais qui sont toujours très bien utilisés. Je trouve qu'il s'en fait pas des caisses, c'est pas trop appuyé. C'est plutôt bien fait en fait, c'est malin. Et le principal intérêt du film, c'est Billy, la poupée, puisqu'elle est vraiment très très flippante. Elle a été conçue pour être flippante sans qu'elle fasse rien. Donc si vous la posez quelque part, elle est flippante parce que son design est flippant en fait. Donc d'ailleurs c'est pour ça que dans le film on se demande pourquoi ils dorment avec cette putain de poupée dans leur chambre. Putain mais enfermez-la dans cette malle et à double tour et on n'en ouvre plus jamais quoi. Donc c'est plutôt marrant et en plus je trouve que le concept même de pour un film de poupée, ça se situe entre la poupée possédée et le film de fantôme. Et c'est pas des poupées, on va pas les voir marcher sans trop spoiler, mais c'est juste leur présence, c'est-à-dire même sans qu'elles bougent, qui les rend effrayantes. On va jamais les voir en action, mais finalement ça les rend quand même effrayantes. Et il y a ce fantôme quand même qui est le fantôme de Mary Shaw qui va faire en sorte qu'on les craint. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ce film. Qu'en pensez-vous les amis? Alors, Xavier n'aime pas. Non. Ah, j'étais sûre. On va peut-être commencer par ceux qui aiment le film. Ouais, j'ai vu sa tête, j'ai fait Je milite depuis quelques temps pour qu'on fasse une spéciale James Wan, mais peut-être le réalisateur c'est encore trop récent pas assez de films, pour qu'on fasse. Pourtant, il y a de quoi faire en fait, et je trouve que c'est un mec ultra brillant, mais à tous les niveaux. Et alors effectivement, il recycle beaucoup, mais c'est quelqu'un qui a su digérer et faire en sorte que justement reprendre ce qu'il y a de mieux. Alors, peut-être je me trompe, on est dans la référence de la Hammer quelque part, et aussi des films de poupées et tout ça, et pour le coup il fait ça super bien. Moi je pense que c'est mon préféré de Wan, même si j'adore Conjuring, je trouve que c'est un film Death Sentence brillant. Alors je préfère Death Silence à Death Sentence, mais après on est dans un autre registre, mais dans l'horreur pure et dure, on va dire. C'est un mec mais incroyablement brillant, peut-être un des meilleurs réalisateurs aujourd'hui, on va dire, de sa génération quoi. Il faut juste un bon scénar. Et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que même avec un scénario moyen, on va dire, peut-être, parce que c'est peut-être pas le scénario de l'année, quoi, il fait un film terriblement efficace. Non, mais tu vois, Conjuring 2, à l'image, il y a tout. La mise en scène, elle est barge. C'est juste qu'en fait, tu avais l'impression d'avoir vu le film mais 10 000 fois. Il y a zéro. Je vois Cyril qui s'est transcrit. Il veut dire quelque chose, mais tu attends. Vous convergez sur un truc que je voulais dire. C'est ça qui est rigolo. C'est que le problème de James Wan, je trouve, c'est qu'il a très rarement saisi vraiment ce qu'est l'horreur, à part peut-être dans Saw, finalement, dans le premier, c'est-à-dire être transgressif.
je trouve qu'il fait un cinéma d'horreur qui n'est pas assez transgressif. C'est le moins intéressant pour moi. De toute sa filmographie, Saw, c'est le moins intéressant. Saw, il y a beaucoup de choses. Oui, et pourtant, il y a des choses. Mais Saw, c'est le film où il a réussi à un moment donné à aller sur un truc où tu es devant l'horreur. Tu fais. Et surtout, il a créé un truc de A à Z dans l'univers. Et tu vois, Conjuring 2, la mise en scène, elle est hallucinante. Il se fait plaisir. Mais en fait, je me fais chier parce que je sais tout ce qui va se passer à l'avance. Ce qui n'est pas le cas du premier. Ce qui n'est pas le cas même dans le premier. En fait, de toute façon, c'est du classicisme. Oui, ce film-là, c'est un film classique par excellence. Ouais, mais j'adore Dead Silence, c'est mon deuxième préféré après Death Sentence. Pour moi, le seul problème, c'est les acteurs. En fait, qui sont globalement. C'est où j'arrive pas moi à savoir si c'est voulu ou pas. En fait. Enfin, je sais pas, mais c'est vrai que moi, c'est ce qui me gâche un peu le film. C'est l'ambiance. En fait, ce film, c'était visuellement, c'est à tomber par terre. L'ambiance est mortelle. Cinéma gothique. Parce que je sens que tu es très impatient. J'ai mes idées, je peux les perdre. Et voilà, ouais, non, mais Dead Silence, c'est un putain de plaisir à revoir à chaque fois parce que tu veux un film d'horreur gothique avec des visuels super beaux, une mise en scène bien chiadée, avec quelques scènes bien flippantes, musique et tout. T'as tout là. Juste des acteurs qui n'ont pas l'air des endives qu'on vient de sortir de leur sachet, quoi. Parce que quand tu avais parlé du film, ça et tout, du scénariste et tout, j'ai fait tiens, en fait, c'est marrant, c'était l'époque où pour moi. James Wan était intéressant, j'étais à fond sur ce réalisateur avant, j'y croyais vraiment à fond à lui, je crois jusqu'à Conjuring, pour moi il a fait un sans faute, et après la catastrophe, Aquaman, Conjuring 2 et tout, et je me suis dit mais pourquoi Fast and Furious, et ça m'a fait penser en fait alors ça n'a rien à voir mais à Guy Ritchie, j'adorais Guy Ritchie. Attends, mais tu vois pourquoi je dis ça en fait, et Guy Ritchie un jour a fait un film qui s'appelle À la dérive, qui est tout pourri, et après tout le film qu'il a fait était tout pourri, et j'ai dit mais pourquoi il a perdu le mojo, et c'est Madonna le problème. J'ai découvert que en fait, Matthew Vaughn, qui était le producteur de ces deux premiers films que j'adorais, a fait un film en solo qui s'appelait Layer Cake, qui était mortel. Et après tous les films de Matthew Vaughn, je les ai trouvés déments. J'ai dit mais je me suis trompé en fait, c'est pas Guy Ritchie que j'aimais, c'était Matthew Vaughn. Et là, Mike Levanel, qui a fait donc Upgrade. Et je me suis dit mais c'est peut-être lui en fait que j'aimais en fait. C'est ce qu'il apportait lui que j'aimais chez James Wan en fait. C'est un duo. Oui mais du coup, quand ils se sont séparés. Bah tu vois du coup qui a le Caro Jeunet bon voilà et ouais c'est ça, mais du coup c'est vraiment plutôt lui que j'aimais du coup, et je me dis pourquoi James Wan que je vénérais est devenu pour moi un diffuseur de plus pourri de ce que je pense que c'est parce que on est abreuvé en fait, on nous rabâche en fait, c'est le problème. Jason Blum aussi, ça on va rentrer, des films dont on entend tout le temps parler et finalement on est peut-être un peu saoulé aussi médiatiquement, et du coup l'intérêt est peut-être moins présent. Dead Silence et Death Sentence c'était trois petits trucs en fait. Je sais que Death Silence d'ailleurs est sorti en catimini en France en salle, et Death Sentence sorti la même année que Dead Silence, il y a eu sorti du retard, et je crois qu'il y en a qui sorti en retard par rapport à l'autre et tout, mais c'est vrai que c'était des tout petits films en fait, et finalement James Wan t'aimes pas Conjuring? J'adore Conjuring. Ah si, Conjuring. C'est après Conjuring que ça a merdé quoi. Il va y revenir, c'est juste après il a fait la façon Furious, il a fait Conjuring 2 et il a fait Aquaman, donc il a fait que 3 films après. Il profite un peu de mais son pour moi succès. c'est des catastrophes les 3. Mais il reviendra. Là où Conjuring pour moi c'est une tuerie, voilà. Et bon, voilà, juste pour dire que j'ai eu ce truc là et quand vous en parlez, j'ai dit c'est marrant, ça va dans ce que je voulais dire, et du coup voilà, c'est vraiment je pense plutôt lui qui m'intéressait, et c'est le syndrome Guy Ritchie qui en fait il y a pas Lee Whannell dans Conjuring. Alors peut-être qu'il était pas là, et je sais pas, j'ai pas Aurélien, fais-nous le fact-checking. Attention à ce que Lee Whannell il est dans Insidious, je dis ça, je dis rien. J'aime bien Insidious. C'est bien Insidious, j'aime bien Insidious. Ah oui, mais moi c'est Insidious que j'aime, c'est pas ce Conjuring. La deuxième moitié, Barbara Hershey là qui quand elle raconte son histoire, putain, d'y penser ça me fout des frissons. La deuxième moitié, je trouve complètement. Moi j'aime tout, même le côté un peu rococo et tout. Et je pense que là du coup c'est le bon moment, parlant de rococo, de parler de Xavier. Il va nous démolir James Wan. Je pense que c'est ça qu'il aime pas, je pense que c'est James Wan. Alors, je tiens à préciser un détail très important, c'est que j'adore James Wan. Ah vraiment. Aquaman. Non, Aquaman, je peux pas, je suis désolé. Tu l'as vu? Oui, j'ai vu, malheureusement. C'est difficile en même temps. Non, mais tu vois, même un Conjuring 2, tu vois, ça passe quoi. Même un Fast and Furious, ça passe. Non, mais non, tu peux pas dire ça, et tu peux pas dire que t'aimes pas Dead Silence. Je vais expliquer pourquoi. Ouais, explique, ouais. Pour moi, Dead Silence, c'est un film qui manque totalement de substance et qui est mal joué. Et du coup, je ne rentre jamais dans le film. En fait, la première fois que je l'ai vu, ça a été une super déception quoi. Ce film je l'attendais, mais comme c'est pas permis, je me suis dit mais ce truc là c'est bon, je vais me prendre une gifle. Je suis jamais rentré dans le film. Du coup, suite au podcast, je me suis dit je vais quand même le revoir quand même, ça se trouve j'étais pas d'humeur à l'époque, j'étais pas machin, enfin bon bref, je le revois, je ressentis très exactement la même chose. Donc là je sais, ça sert à rien de le revoir une autre fois. Voilà, les problèmes que j'ai avec ce film, c'est ça. C'est un manque clair de substance, parce que pour moi, il n'y a jamais de véritable originalité dans le film. C'est des trucs que tu as déjà vus un peu partout. Comme dans tous ces films, non? Oui, on est toujours dans l'exercice de style, sauf qu'on est dans... Oui, mais non. Hormis Saw. Il a lancé un genre en plus, donc... Il a ressuscité un genre. Justement. Laissez-moi parler. Et donc, du coup, en fait, dans le
dans Dead Silence. Même s'il y a beaucoup trop de références, après il y a des trucs que je trouvais super, il y a quand même des idées que je trouvais ouf. L'ouverture, c'est un peu le même problème en fait que j'aurais avec un Scream par exemple, c'est que la première scène, c'est une scène de dingue et jamais le film ne revient à ce niveau. Ça, c'est un vrai problème pour moi. Après, il y a plein d'idées que j'adore. Effectivement, le coup du son qui s'arrête d'un coup, ça, je trouve que c'était une tuerie. Après, il y a une scène dans les caves, catacombes, la sous-sol. Putain, oui, sous la maison. Ouais. Ça, mais t'as bien aimé finalement. Mais non. Mais par contre, le truc que la deuxième vision m'a amené, et là par contre c'est beaucoup plus intéressant pour tout le monde, c'est que en fait d'un seul coup je me suis rendu compte qu'en fait Dead Silence, là où je l'avais mal compris, c'est qu'en fait il faut pas le prendre comme un film. C'est juste un laboratoire d'expérimentation de différents trucs. Franchement, le mec, tu te dis, c'est un gros fan de films d'horreur. Le mec, il a dû cogiter sur son truc pendant des années et des années et des années. À un moment, il arrive sur Dead Silence, il se tape son petit délire. Il en a rien à foutre du scénar. C'est un choix. Après, ça se respecte. Il y a plein de films qui sont bien, qui n'ont pas de scénar ou machin. Un exercice de style. Et d'un seul coup, il se dit, voilà, je vais faire un exercice de style. Voilà, il y a tous mes délires que j'avais dans la tête. Et j'ai envie de les concrétiser juste pour voir la gueule que ça va avoir à l'écran. Et là, d'un seul coup, il met plein de trucs qui sont bien séparément, mais pour moi, il n'y a jamais la cohésion du truc. Je vois ce que tu veux dire. Sauf que du coup, derrière, quand tu as vu les autres films de James Wan, d'un seul coup, tu fais « Ah mais ouais, mais attends, tel fantôme ressemble à un tel. Mais cet effet de style-là, eh bien, en fait, il l'a fait dans Dead Silence. Mais cette idée-là, en fait, elle est développée plus tard. Et d'un seul coup, tu te rends compte... Nation, quoi. Mais voilà, mais en fait, Dead Silence, certes, c'est un film que je n'aime pas. C'est sa bibliothèque. Mais c'est peut-être le film le plus important dans la filmographie de James Wan pour comprendre son cinéma. Voilà. Donc, bah voilà, c'est pas mal déjà. C'est beau. Si t'aimes le cinéma gothique, en plus, pour le coup, tu prends ton pied sur le dernier tiers. En tout cas, c'est Cyril d'ailleurs prend son pied. Et il y a un micro qui a failli tomber. Et il y a un concept que je trouve mortel dans la logique de tu crées un boogeyman. En fait, c'est le principe de si tu cries, tu meurs. Et ça, c'est un truc tout con. En fait, mais c'est l'idée que tu aurais aimé avoir en fait quand tu écris ton scénario. Quoi. Tu dis putain, c'est le principe mortel par excellence. Après, c'est peut-être pas parfaitement exploité. Ouais, c'est ça, c'est pas très exploité, dommage. Mais tu dis le mec voulait peut-être démarrer une licence, comme il a fait. C'est comme dans Saw, que Saw finalement, ce que les suites n'ont pas compris, c'est que dans Saw il y avait beaucoup de choses en fait. Il y avait la poupée, il y avait les motifs, il y avait ce qui se passait. Voilà. C'est un film qui avait beaucoup d'univers, et dans les suites ils ont juste pensé à dire un peu comme les Hellraiser où ils ont juste fait les Cénobites, ils ont juste fait la torture, alors que dans Saw 1, ils mettaient beaucoup de choses en place, un peu comme dans Dead Silence. C'est un mec qui peut-être fait trop et du coup pêche par excès. Parce que je pense que c'est un amateur de genre, enfin de ce cinéma-là, et lui il pense déjà suite. Ça m'étonnerait pas que le mec il se dise ah putain je suis en train d'écrire ce truc-là, je pense déjà au 3e épisode. Et il est déjà dans cette logique de créer il a pensé son film, il en a pensé 7 à l'avance. Si tu réfléchis à tous les sauts qu'il y a eu, non, je pense pas qu'il y a. Je sais, mais si tu prends les sauts comme pour qu'ils sont au premier degré, tu fais ah putain depuis le début voilà donc non. Georges Lucas. Voilà, moi je trouve que c'est un grand réel. Il va laisser une trace dans le cinéma d'horreur avec le temps. Et là, il est encore très jeune. Je pense qu'il doit avoir la petite quarantaine, je pense. D'ailleurs, il est sur un film d'horreur là, je crois. Il me semble. Il revient aux sources. Je crois bien. En tout cas, il produit le remake de Salem, des Vampires de Salem, réalisé par Gary Doberman. C'est ça qui est plus embêtant. Et je crois qu'il est. Ouais, non, il est sur Aquaman 2 là. Aquaman 2, c'est bon. Putain, merde. Ouais, ce sera un film d'horreur. Aquaman que j'ai vu après quand on en a parlé dans le Pifcast et qui est quand même bien pour une seule scène, la scène du bateau. Non, des crabes qui font du tambour. La scène de la pieuvre qui fait du tambour. Non, la scène du bateau qui est. Putain, mais vous donnez envie de le voir. Tu retrouves le James Wan que t'as aimé. Non, mais après, moi, honnêtement, Aquaman, je déteste pas parce que je trouve que le film est tellement what the fuck qu'il y a plein de. Il y a plein de moments rigolos. Mais noyé dans des moments de merde. Noyé. La scène du bateau est quand même dingue. Oui, non, mais la scène du bateau, c'est une scène dans tout le film. début là. Mais au milieu, avec tout le monde qui grimpe sur le bateau, les monstres et tout. Mais après, c'est trop long, quoi. C'est trop long, c'est atroce. On parle d'Aquaman ou on finit en musique? Alors, donc Aquaman, j'allais dire la reine de la transition. Du coup, j'ai choisi la musique de Jeux d'enfants. Donc le film. Tu t'es pas foulé quoi. Non, parce que c'est rigolo. Pas le film français, parce qu'il y a un film français qui porte le même nom. C'est pas le film français de Laurent Tirard, non? De Barney, Nicolas Barney. Guillaume Canet et Mario. Non. Avec Cotillard et Canet, c'est Nicolas Barney. Mais je pensais au truc un jeu d'enfant. On parle du B-Movie. Le B-Movie, c'est Laurent Tirard. Bon, toi, nous on parle pas de celui-là. Non, mais on peut aller jusqu'au bout de l'histoire. Avec Charles Berling et Karine Viard. Donc le compositeur des jeux d'enfants s'appelle Joe Renzetti et il a fait donc plusieurs BO de films bis comme Extermination, Réincarnation.
Basket Case 2 et 3 et Frankenhooker. Donc c'est pas un très bon compositeur, vous allez. Mais pourquoi? Parce qu'il est pas très Il très a bon. son style, l'embête pas. Ouais. Réincarnation, c'est le Gary Sherman. Enfin Dead and Buried quoi. Voilà. Ouais, ok. Ouais. Et en fait, c'est ça qui est rigolo. La BO de jeu d'enfant, je l'ai réécoutée cet après-midi pour être sûr de me souvenir comme il faut. En fait, elle est assez insipide tout le long, sauf le end title, donc la musique de fin qui est sublime, vous allez l'entendre quelques secondes, mais qui est vraiment dément et qui n'a rien à voir avec tout le reste du film, qui est tout pourri. Et je sais pas pourquoi. Et donc ce thème en plus est très connu souvent quand tu as les compilations de meilleurs thèmes fantastiques, ils mettent ce thème-là. Et vous allez voir, il est outer space ce thème. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Il est mortel. Non, c'est clair. C'est assez inattendu. Donc oui, c'est, parce que le reste de la BO est c'est vraiment super minimaliste pourri, quoi. Et ce morceau-là, que vous allez entendre dans quelques secondes, est juste dément. Laurent, tu n'as. T'aurais pu prendre la BO de Tales from the Hood parce que franchement, non mais le morceau du sketch de poupée du score de Christopher Young, il est mortel. En plus, j'adore Christopher Young, mais pour le coup, quand on faisait un truc sur les poupées tueuses, mettre le thème de Chucky, c'était quand même un peu un passage obligé. T'avais parlé déjà du 2 qui est déjà mortel. Alors, j'avais déjà parlé. Si je n'avais pas déjà mis la musique du 2 dans un autre pifcast, je l'aurais mis ici parce que la musique du 2 est juste de Karim Revel, elle est juste démente. Réécoutez le pifcast où on l'a mis, je crois que c'est dans les premiers qu'on a fait depuis le reboot. Cette musique du 2 elle est démente, mais du coup comme je l'avais déjà mis, j'ai mis celle du 1 et puis comme celle du 1 est emblématique de cette saga et qu'on fait un truc sur les poupées tueuses, dame et tout, voilà. Ok. Je vais pas dire un mot sur le remake, non, qui sort donc alors l'émission est diffusée. On en a parlé tout à On l'heure. en a parlé tout à l'heure sur Chucky, la fiancée. Non, on a dit non, mais tu réécouteras l'émission, tu entendras à un moment donné, on dit on en reparlera plus tard. Non, il voulait juste dire que la franchise était en train de se diviser en deux branches. Il y avait le reboot fait dans le studio, on en a parlé. Faut juste savoir qu'il y a a priori plus d'histoire de tueur en série dans le reboot, parce que c'est une espèce de jouet connecté qui déconne. C'est ce que j'ai cru comprendre. Vous l'aurez vu. Super. Et c'est Marc Hamill qui fait la voix qui remplace Bob Dovey. Non, alors apparemment il est essentiellement fait en animatronique. Et Marc Hamill qui avait fait la voix du Joker dans le Batman animé, et c'est juste ça qu'il a fait. Je crois qu'il a rendu connu, quoi. C'est la voix du Joker dans Batman. Oui, bien sûr. Tout à fait. J'ai réfléchi, fait qu'est-ce qu'il raconte et tout. Et donc la série de Chucky continue en série télé, c'est ça? Normalement, Don Mancini est en train de faire une série télé. On est censé parler de la musique et je vais finir sur la musique. Là, je trouve que c'est un peu n'importe quoi. Et du coup, avant de finir avec la musique, on remercie tous les gens qui nous écoutent et qui donnent leur avis. Ça nous encourage beaucoup. On lit tous vos messages et on est contents. Vous êtes de plus en plus nombreux. Ouais, c'est très gentil. Ça nous fait tenir jusqu'à 23h30 des fois et même 40 des fois. Même. 10h moins 10, là, on a le temps. On vous dit dans 2 semaines alors. Salut. C'est ça. Des bisous.